Le e-commerce qu'on faisait en 2018, c'est pas le e-commerce qu'on fait en 2022 ou bien en 2025. Nous, en 2022, on a failli sortir du game. Honnêtement, on a fait beaucoup d'argent sur Facebook. Même les séjours à 100KD, ça vient de Facebook. Tu parles d'évanouissement, je sais pas si je t'ai dit, mais genre il y a environ 1 an et demi, j'étais au bureau avec un associé et en fait on lançait. J'ai travaillé jusqu'à genre 5h, 6h du matin et je suis tombé. Et les gens oublient ça. Les gens se disent ouais, mais c'est plus important de peut-être négliger le sport parce que j'ai le business et là je suis focus dans le business. Ok, mais dans le long terme, si je continue comme ça, mon corps il fonctionnera pas. Comment je vais faire pour être productif? Quand tu fais du 20KD, 30KD, lundi tout se passe bien, mardi tout se passe bien et samedi, vous devez fournir les documents. Si je dis comme mon calculateur, on a perdu 90 000 euros, les gens me demandent comment tu fais pour sourire. Et tu veux que je fasse quoi toi? Au début, faire du cash sur des zones fair advantage qu'on peut avoir, c'est banger. Il n'y a pas que le marché français. Il y a plein de petits marchés où on peut faire beaucoup d'argent. 100%. J'ai tourné à 10KD sur le Cambodge. C'est le Cambodge. Nouveau podcast aujourd'hui, Master, le podcast numéro 1 sur l'e-commerce où on partage full value, on perd pas de temps. Je suis bien accompagné avec Mathéo et aussi d'un invité d'exception, Alex. Bienvenue à toi. Si tu peux te présenter en 2-3 mots à la communauté pour les personnes qui te connaissent pas. Alex, c'est le Camerounais qui chiffre le plus sur le marché francophone. Ok, bonjour à tous, bonjour Nico, bonjour Mathéo, ça me fait plaisir de vous voir. Moi c'est Alex, normalement Alex Coisseur. J'ai 35 ans, je fais l'e-commerce depuis 2018 et je vis du e-commerce depuis à peu près 2020. À mon actif, moi et mon associé, on a fait à peu près plus de 12 millions d'euros par là de chiffre d'affaires. Et Dont beaucoup ces derniers temps. Dont beaucoup ces derniers temps, dont beaucoup ces 3 dernières années et tout. On est principalement sur du Facebook, Google et on fait activement du dropshipping et on fait pas de marque et tout. Donc voilà, et on a une entreprise au Cameroun qui fait dans le digital tout ce qui est service SAV, création de contenu, création de vidéos, media buying, copywriting et création de shop aussi, quoi. Donc c'est possible de faire du e-commerce depuis l'Afrique. Ouais, justement, on a beaucoup de personnes dans les commentaires, beaucoup de personnes que j'ai vues partout sur le réseau depuis que je suis sur les réseaux, que je fais des vidéos, que je partage tout ce que je connais. J'ai tout le temps des commentaires qui disent comment est-ce que je me lance depuis l'Afrique, j'arrive pas à me lancer, toi t'es en Europe, t'as de la chance, tu peux te lancer. Et en Afrique, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui sont handicapées par ça, par le fait de se lancer, avoir les procédures de paiement. Comment est-ce que tu as réussi en étant du Cameroun pour vraiment faire plus d'argent que... Q4 dernier, tu tournais à 80KD juste sur Facebook. Comment tu réussissais depuis le Cameroun à faire ces chiffres-là et à pas avoir de blocage? Comment tu fais? Si tu pourrais donner des conseils à tous ceux qui sont au Cameroun ou en Afrique en général à faire les mêmes résultats que toi. Oui, déjà, faire du e-commerce depuis l'Afrique et tout, c'est vrai que c'est pas évident. S'il faut créer une société depuis l'Afrique et tout, mais il y a beaucoup d'autres possibilités. Nous, on a essayé des sociétés depuis les UK, on a essayé des sociétés depuis Hong Kong, on a essayé des sociétés depuis US, et depuis là, on tourne avec des sociétés à Hong Kong, simplement, et on arrive à avoir des procédures de paiement solides, on arrive à avoir des PayPal, Airwallex, même Shopify Payment, c'est possible. Sauf que je ne recommande pas. Je préfère le dire. Pour moi, honnêtement, je ne recommande pas Shopify Payment si on tourne à gros volume et tout. Mais normalement, c'est possible. Il faut juste avoir les bons contacts et tout. Et voilà, et être un peu ingénieux. Ça se fait. Et honnêtement, aussi, il y a aussi beaucoup plus aussi sur certaines parties. Ça, c'est ce que les gens ne savent pas. Il faut utiliser beaucoup de VPN. Mais pas des VPN à la NordVPN et autres. Il y a des proxys, des machines virtuelles et tout, pour pouvoir se transposer, pouvoir arriver à faire des trucs qui sont corrects, quoi. Mais je pense pas que ça devrait être un frein pour quelqu'un qui veut se lancer depuis l'Afrique. Donc, moi, honnêtement, si quelqu'un veut se lancer depuis l'Afrique et qu'il a une barrière, pourquoi pas, il peut écrire à Nico. Clairement, honnêtement. Moi, je pense pas que c'est un frein. Au début, c'était difficile, parce qu'il faut dire que nous, on le faisait depuis l'Europe et puis on est rentré en Afrique. Au début, c'était difficile parce que, voilà, à cause de la géolocalisation, c'était un peu compliqué.
Parce que voilà, si vous avez des processeurs de l'étranger et puis du jour au lendemain, vous vous connectez régulièrement en Afrique, on va dire, ouais, il faut que vous justifiez pourquoi vous avez déménagé. Et après, on vous bloque. Mais si vous mettez un VPN, vous mettez, je sais pas, un truc à la IP Burger, normalement, ça passe sans problème et vous arrivez à ne pas vous faire sauter les shops. Donc toi, tu travailles full proxy. C'est-à-dire, tu te connectes. On voit jamais que tu te connectes depuis le Cameroun. Oui, honnêtement, oui. On a essayé ça. Et après, à un moment, on a une grosse vague de bandes sur nos shops et tout. Et après, on a décidé de se connecter full proxy. Et puis, on n'a plus de problème. Moi, j'ai pas de Shopify Payment sur mon téléphone. Le ting-ting, là, je n'écoute plus. Ça fait depuis au moins 2-3 ans que je n'écoute plus ça. Voilà. Mais il est possible aussi de pouvoir travailler sans proxy. Mais aussi, le problème, et ça aussi, je vais le dire, parce que beaucoup ne le savent pas, et ça aussi, c'est général. Et ça, c'est de la valeur. Si pour chaque boutique, il faut avoir un proxy, chaque boutique un proxy, et ne jamais ouvrir une boutique avec un autre proxy. Pourquoi? Parce que en général, quand Shopify Payment, on va revenir sur le ban de Shopify Payment, quand Shopify Payment vous banne sur une boutique, il sait les adresses IP où l'administrateur s'est connecté. Et donc, du coup, il va faire du tracking pour savoir est-ce qu'il y a d'autres boutiques qui ont été ouvertes avec la même adresse IP. Et donc, du coup, tu as un ban en chaîne. Nous, en 2022, on a eu un ban d'à peu près 5 à 6 boutiques comme ça. Ça a sauté tout d'un coup. Maintenant, chaque boutique, c'est un proxy. Et chaque boutique, en général, si j'ai une boutique, je ne l'ouvre pas ailleurs. Parce que je sais déjà que si cette boutique elle saute et je me fais ban parce que j'utilise Shopify Payment, que je ne recommande pas, je préfère encore le dire, alors j'aurai un ban en chaîne. Et donc, du coup, j'évite ça, quoi. Pour ceux qui utilisent Shopify Payment, si vous levez un matin, vous vous rendez compte que tous vos boutiques ont sauté, ne cherchez pas loin, c'est parce que vous êtes connecté avec le même proxy ou bien avec la même machine. Et si tu réessayes de réouvrir notre Shopify avec la même machine, avec ta même connexion là où tu es, ça va pas faire 2 jours, ça va sauter. Alors, toi, juste pour Shopify Payment, tu utilises un autre compte à chaque fois, un nouveau compte, du coup? Oui, pour Shopify Payment, j'utilisais un nouveau compte à chaque fois, mais j'avais les mêmes problèmes. Ouais. Ça, c'était en 2022. J'avais vraiment les mêmes problèmes quand j'utilisais Shopify Payment. Même compte, non, compte différent, mais j'étais sur la même machine et j'étais connecté à la même adresse IP et je me faisais sauter à chaque fois. Ok. Donc, du coup, après, j'ai commencé à changer. Les boutiques ont tenu bien plus longtemps. Ouais. Mais après, j'ai eu un autre type de ban bizarre, des blocages de fonds. Ou bien on te dit, chaque fois que tu scannes fort, surtout quand tu fais du volume, quand tu fais du 20 KD, 30 KD, lundi, tout se passe bien, mardi, tout se passe bien, mercredi, tout se passe bien. Tu vois, dans ton compte Shopify Payment, tu as à peu près combien? 80 000 euros qui doivent être versés. Et samedi, vous devez fournir les documents. Et là, tu commences à trembler parce que samedi, si tu fais du 20 KD, samedi, tu vas commencer à faire du 30, du 40 et tu accumules plus d'argent. Et quand on te dit qu'il faut fournir les documents, tu as 2 choses. Vraiment, tu as 2 choix. Tu vas fournir tous les documents qu'il faut, mais soit ça passe, soit ça casse. Et si ça casse, blocage, tu t'es fait pour 180 jours, qu'est-ce que tu fais? Et là, honnêtement, c'est un peu ça qui nous a fait... on a vécu ça plusieurs fois et c'est un peu ça qui nous a dit c'est trop stressant, que tout le temps, quand tu vas pousser du volume, Shopify va te demander des documents et tout, et tu vas fournir. Mais du jour au lendemain, ils peuvent appuyer sur le bouton, il faut que ça saute et puis ça saute, quoi. Et vous utilisez quoi maintenant comme processeur? On en a utilisé beaucoup. On a utilisé, je vais faire la genèse de tous les processeurs qu'on a utilisés et tout. Et certains que je ne recommanderais pas. De ma propre expérience personnelle, peut-être les autres savent comment fonctionner avec et tout. Stripe, on a commencé à utiliser Stripe. Vraiment, Stripe, pour moi, ça fonctionnait bien au début. Mais en 2022, on a eu une totale galère. Je crois qu'en 2022, on a perdu à peu près 5 à 6 comptes Stripe. Tout se passe bien. Et quand je commence à scaler, Stripe te banne et puis rembourse les clients et tout. Et après ça, on a commencé à utiliser Shopify Payment. On est revenu sur Shopify Payment. On s'est dit, ouais, bon, Shopify Payment et tout. On va essayer. On a essayé Shopify Payment, ça marchait bien. Après, ils ont commencé, je crois que c'est en 2022 qu'ils ont commencé à mettre la réserve de 10% et tout ça. Ouais, ils ont commencé ça. Et après, du jour au lendemain aussi, fournissez les documents, on fournit toutes les pièces, tous les trucs d'entreprise et tout. Après, ça finit par sauter. Et depuis là, on est à Hong Kong, on utilise Airwallex, PayPal, mais avec des insiders. Et on a utilisé aussi... tu sais quoi d'autre?
En dehors de Airwallex, on a utilisé aussi un autre truc là qui est privé de Total, Checkout. Total Processing. Ocean Payment. Non, Total Processing, on a utilisé. Ocean Payment aussi, on a utilisé. Mais Ocean Payment aussi, c'est un peu. C'est bien, mais le temps d'attente pour les virements est long. On a utilisé ça, mais honnêtement, depuis on est sur Airwallex et sur PayPal, avec des insiders, ça marche super bien, quoi. Là, on arrive à faire du volume et on n'a pas de problème, en gros. Sans Klarna. Ouais, Klarna, j'entendais beaucoup de Néerlandais. Dès le moment où tu scales fort, je vois aucun qui ont Klarna, en tout cas en fashion, dropshipping classique, c'est très compliqué Klarna. Même moi, j'ai eu des blocages. À un moment, j'avais des contacts, sociétés allemandes et tout, et blocage Klarna à chaque fois. Oui, Klarna, vraiment. Pour moi, Klarna, honnêtement, s'il n'y avait que Klarna pour faire du e-commerce, moi, je changerais de métier. Aussi simple que ça. Bon, après, il y a peut-être des gens qui savent comment mieux faire. Mais honnêtement, de mon expérience, nous, on a utilisé Klarna avec Shopify Payment. On a eu toutes les galères du monde. On a utilisé Klarna avec Stripe. On a eu les galères du monde. C'était intégré. Donc, tu peux faire intégrer. Le Stripe rapide. Oui, on a eu toutes les galères du monde. On a utilisé même Klarna avec Airwallex. On n'a pas survécu, quoi. Le Q4 dernier, on a perdu à peu près. On n'a pas survécu. Oui, on n'a pas survécu. Et puis, on a utilisé le Klarna même du merchant. Ouais. Et là aussi, ça n'a pas donné. Ouais. Mais de tous ces Klarna-là, honnêtement, moi, je pense que le Klarna qui est mieux, où tu peux même espérer avoir quelque chose quand tu te fais bloquer, c'est le Klarna du merchant. Ouais. Parce que le Klarna du merchant, en général, quand il te bloque, il te remet tes sous progressivement. Ça veut dire qu'ils vont te bloquer aujourd'hui après 2 mois. Quand le nombre de litiges va baisser, et voilà, tu vois, ils t'ont fait un virement de 20 000 euros sur ton compte, et au fur et à mesure, quoi. Donc, eux, au moins, c'est bien. Mais quand tu te fais bloquer un Klarna de Shopify Payment, c'est 180 jours. Et après, tu paies tous les litiges qui viennent, tu vas te battre, tu vas fournir les preuves. Mais au final, tu vas passer le temps à les perdre, quoi. Et aussi, l'autre Klarna de Airwallex aussi, on s'est fait ban. Le Klarna de Airwallex aussi, c'est à cause des litiges, parce que ton taux de litige, il monte. Et notre dernière expérience Klarna en date, où vraiment on a décidé d'enterrer Klarna, c'était au Q4 précédent. Parce que Klarna nous a bouffé à peu près, je pense, 90 000 euros. Ah ouais, comment ça? Au début du Q4, on a commencé à bien vendre, ça marchait bien, on n'avait pas Klarna, tout était safe. On s'est dit, ah waouh, on a fait de belles marges, on fait 25% et tout. Si on mettait Klarna, on ferait du 30%, 35%. On a mis Klarna, ça marchait bien, super, 35% et tout ça. Et en général, tes problèmes avec Klarna commencent 2 mois après. Donc ça veut dire... Parce que Klarna, en fait, ils ont 3 mois pour demander un remboursement, c'est ça? Non. Quand je dis que tes problèmes commencent 2 mois après, c'est parce que tes litiges vont commencer à entrer, je crois, 1 mois et demi après. 1 mois et demi après. Donc, le premier mois, si tu commences à utiliser Klarna maintenant, si les 30 prochains jours, tu vas chiffrer, si tu as regardé le podcast C, tu diras, Alex, il raconte des bêtises. Mais après, le 30e jour, c'est là où tes problèmes commencent. Ouais. Litige sur litige, ça commence à arriver à une grosse vague et tout ça. Et après, tu sais que les processeurs, ils ont une tolérance au litige. Donc, du coup, même si tu as un insider, il va te dire, mec, il y a trop de litiges qui rentrent. Et je peux faire tout mon possible, mais il faut que tu baisses le taux de litige parce que ça rentre trop là, quoi. Et donc, du coup, après, tu as des problèmes. Et nous, on dit souvent dans la communauté que Klarna, c'est pour les gens qui ne veulent pas acheter. Oui, mais pourquoi? À cause du remboursement. Et le véritable problème de Klarna, c'est que pendant les 6 prochains mois de l'achat, le client peut ouvrir les litiges. Et même si... 6 mois, ouais. Oui, 6 mois, pendant 6 mois en continu. Et même s'il les paie, il peut les réouvrir. Donc lui, il a 6 mois pour te faire chier, en gros. Il y a toujours, j'ai l'impression, avec Klarna, il y a un grand pourcentage des acheteurs, en tout cas quand ils voient que c'est du drop, qu'ils se disent je vais me faire rembourser, quoi qu'il arrive. Et je le vois sur les boutiques en fashion, on a un pourcentage où on sait que ça part en remboursement. Naturellement. Ouais. Naturellement, chez nous, c'est à peu près 5%. Ouais. Mais par contre, chez Klarna, et surtout en été, chez Klarna, quand tu vends les habits pour femmes, après, tu vas avoir une grosse tonne de litiges. Après, nous, on a constaté que la plupart des litiges revenaient généralement sur les retours. Eux, ils veulent retourner. Et eux, ils vont dire à Klarna qu'ils veulent retourner. Et toi, tu as les politiques dans ton shop, mais Klarna va dire non. Ils ont 6 mois pour se faire rembourser. Et leur problème, c'est
on va essayer autant de fois que possible jusqu'à ce qu'on arrive à gagner un litige. Eux, ils ont 6 mois, ils ont tout le temps. Ouvrir un litige, c'est quoi? Ça coûte pas 5 minutes. Mais toi, répondre à un litige, ça te prend du temps parce que tu en as beaucoup qui arrivent. Donc, par exemple, je prends un exemple très bidon. Je ne veux pas me faire lyncher par la communauté féminine et tout. Mais ça arrive des fois qu'en été, je vais dire des femmes, des filles, qu'elles viennent sur les shops et puis qu'elles achètent beaucoup d'articles, une dizaine pour l'été, elles les portent tout l'été et tout. Et après, à la fin de l'été, elles veulent remettre. Ouais. Et donc, du coup, elles commencent à ouvrir les litiges sur Klarna constamment. Et voilà, quoi. Et puis, on a constaté, quand tu as des shops, en fashion surtout, la plupart des gens qui achètent quand il n'y a pas Klarna, ce sont des hommes. C'est très bizarre. Ouais, surtout en Allemagne. Et c'est très bizarre, mais c'est ça, quoi. Et après, du coup, tu te prends une vague de litige, après ton Klarna finit par sauter. Moi, s'il y a quelqu'un qui a une solution pour ne pas se faire bloquer de Klarna, je suis preneur. Mais Non, je ne après, c'est pense tout pas que ça l'écosystème existe. de Klarna qui est mal. Moi, je ne pense pas mal que fait. ça existe. Et tout. Bah, surtout en fashion, et surtout en drop. Après, c'est une marque que le client sait qu'il ne peut pas vraiment retourner, etc. Tu vends une crème où il a utilisé à moitié, il va pas jouer forcément avec ça. Si. Oui, ils vont jouer avec ça, mais je veux Ouais, dire, mais- il y aura un taux beaucoup plus faible. Non, mais ça dépend de ce qu'il dit à Klarna. Oui, bien sûr. Ça ne fonctionne pas. Ouais. S'il dit que ça ne fonctionne pas, tu prouves ça comment? Il va dire, j'ai testé 30 jours, ça ne fonctionne pas. Ouais, ben tu vas dire que oui, il faut retourner Est-ce tu vas lui demander de retourner la crème sans avoir utilisé? Parce que généralement, on demande souvent de retourner l'article sans l'avoir abîmé. Mais une crème, il a déjà ouvert. Ouais. Et il doit tester la crème. Il va dire, ça ne fonctionne pas, hein, je sais pas, hein, c'est du lait de quoi et tout. Mais après, forcément, il y a des... Klarna n'est pas toujours mauvais. Je pense que pour des brands, normalement, on peut arriver à faire avec, quoi. Donc, Ouais, pour ceux qui regardent le podcast, ils ont compris là que Klarna, c'est un peu litigieux si vous n'avez pas une brand. Et idéalement, on ne recommanderait pas. sur du fashion, surtout, Ouais, je sur ne du recommanderais fashion. pas. Même sur d'autres produits, type, c'est que les résultats sont pas forcément ultra visibles. Ou Juste. qu'il y ait beaucoup de retours. Justement. Et puis aussi, il y a des marchés, je sais pas comment, des marchés comme la Suède, en général, c'est full Klarna. Là aussi, on a essayé. On a fait presque tous les marchés en Europe. Hein. Et c'était pareil, la même chose avec Klarna, les mêmes problèmes, quoi. Honnêtement. Suède, il y a aussi Swoosh qui marche bien. Swoosh, j'ai pas essayé. Et... Après, je me suis dit, quitte à tout le temps aller chercher de nouvelles solutions, et ça, je crois qu'on en avait parlé. Autant rester sur je me concentre sur ce que j'ai déjà comme acquis Ouais. et j'essaye vraiment de travailler uniquement sur ces acquis-là, quoi. Mhm. Parce que tout le temps, tu as de la valeur qui arrive. Ah, tiens, ça, c'est la nouvelle mine d'or, ça, c'est la nouvelle mine d'or, ça, c'est telle information magique et tout. Et nous, on a payé presque toutes les informations. Nous, on a eu un PayPal de Singapour. Donc, on a allé... à une époque, il y a de cela 2 ans, si on nous avait dit, ah, le PayPal de Koweït, on ne sera pas ban, moi, j'aurais acheté un PayPal à Koweït. Juste pour vous dire que j'étais vraiment à la chasse de l'information et tout. Et chaque fois, on payait. Et après, on s'est dit, ouais, au fond, nous, on a des gens qui font de l'argent avec ce qu'on a. Et asseyons-nous et faisons de l'argent avec ce qu'on a. Et on a commencé à réduire, aller à la recherche de la mine d'or. Et on a commencé vraiment à s'asseoir et à avoir des résultats. Et je pense aussi que ça a été mon problème quand j'ai commencé le e-commerce, le dropshipping surtout. En 2018, un peu d'Instagram avec les influenceurs. Après, tu laisses. Ah, c'est Google qui marche, j'ai vu les résultats. Un peu de Google. Après, tu laisses un peu de Facebook. Mais à partir de 2020, quand on a commencé vraiment à se focus sur Facebook, on a dit on fait que Facebook, on a commencé à avoir des résultats. C'est quoi votre process? C'était beaucoup de volume, de produits? Non, c'était pas. Tu parles de l'époque en 2020. Non, c'est quoi là qui vous a fait exploser dernièrement sur Facebook? C'est quoi votre process, si tu pourrais résumer brièvement? Bon, normalement, c'est beaucoup de volume. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de shops. À l'époque, sur Facebook, on n'a pas beaucoup de shops. On avait 2, 3. Mais on envoyait beaucoup de volume, beaucoup de testing et tout ça. C'est-à-dire combien en termes de chiffres? De chiffres de... De produits que vous testiez par mois? Beaucoup, hein. 500. 500. 500 à peu près. Je crois qu'on faisait une quinzaine par jour. Une quinzaine par jour. Et ça vous permettait de tourner sur à quel plafond minimum de CA? Notre minimum, je crois qu'on était dans les 10 000.
10 000, ok. Ouais, 10 000, vraiment, c'était le bas niveau. Et en général, de manière constante, c'était entre 20 et 40 K. Mhm. 20 et 40 KD, quoi, en gros. Et on avait le week-end, en général, en semaine, tu es entre 20 et 40 KD. Et dès que tu entames le vendredi, tu pousses, tu vas à 60, 70, 80, voire 100 KD. On a eu des journées à 100 KD, on a eu des journées à 120 K. Et voilà, et surtout pendant le Q4, ça marche de ouf, quoi. Et après, on balance beaucoup de produits. Donc sur ces 120 KD que vous avez fait, ça découlait de combien de produits à peu près, tu te rappelles? Sur 120 KD, en général aussi, c'est ça aussi le fashion. Sur 120 KD, tu peux avoir 5 à 6 produits qui prennent du volume. Mhm. Et les autres, ils vont accompagner parce généralement, la plupart n'achètent pas un produit seul. Ils vont acheter avec, peut-être un autre va acheter une veste, un blouson avec un t-shirt, un blouson avec une chemise. Et donc, du coup, tu as un panier moyen assez élevé. Mhm, ouais, c'est ça qui est Oui. intéressant avec le fashion, c'est une fois ils achètent, ils vont peut-être regarder plus tard, le jour de la commande, d'autres produits. Justement. Et puis, nous, on est allé beaucoup plus sur du fashion parce qu'on avait un meilleur moyen d'automatiser, quoi. Parce que si moi, je te dis qu'on teste 500 produits par jour, ça veut dire qu'on a, on a la possibilité d'avoir 500 produits par jour sur AliExpress, en Spy et tout ça, quoi. Mais par contre, je sais pas si on fait, si un drop classique, avoir 500 produits que tu vas tester par mois, ça nécessite beaucoup de recherche et tout. Et tu auras beaucoup de produits qui vont se répéter. Mais par contre, en fashion, tu peux avoir énormément, quoi. Et tu as un winner, tu peux avoir un winner sur 1 ou 2 semaines. Après, la semaine d'après, quand tu fais des testings, tu as un autre winner qui reprend. Et donc, du coup, tu as une série sur les 5-6 produits que je te disais, ils se recyclent tout le temps, quoi. Mhm. Ils se recyclent tout le temps. Et là, tu peux automatiser la machine. Parce que pour nous, le problème, c'était il fallait qu'on automatise. Et pour automatiser, il fallait qu'on mette un process en place qui permet de balancer un gros volume et de les tester et d'avoir tout le temps de nouveaux trucs, quoi. Et pour nous, c'était l'idéal, c'était la fashion, en gros. Donc, c'est ça qui a vraiment fait qu'on migre du drop classique pour aller faire de la fashion, Mhm. en gros. Et justement, pour automatiser ça, du coup, il y a besoin d'une équipe. Oui, Donc, toi, il faut savoir que tu m'as dit que tu avais ton équipe qui est totalement au Cameroun, oui. contrairement à, je pense, tout le monde, en fait. Et ils ont à droite, à gauche, en Philippines et Philippines, tout ça, oui, oui. Madagascar. Donc, toi, tu as tout 100% au Cameroun, même le SAV. On a tout au Ouais. Cameroun. On a des locaux. Ouais. On a des locaux, on a tout au Cameroun. Moi, j'ai mon bureau au Cameroun. J'ai une grande salle et tout où on a à peu près une vingtaine de machines dessus. Et on a une salle de réunion et on a un système rotatif 24 heures sur 24. Ouais. Donc, du coup, par Ah ouais? exemple, on a un système rotatif 24 heures sur 24. Donc, du coup, ça permet au SAV d'être ultra réactif, en gros. Bien sûr. Oui, et ça, par exemple, c'est un service aussi que on a testé nous-mêmes sur nos produits, sur nos différents shops et tout, et puis on a décidé aussi d'offrir, quoi. 24 heures sur 24, pourquoi on a fait 24 heures sur 24? Parce que quand tu vas aux US, par exemple, il faut une équipe du soir. Donc, du coup, on a une équipe qui fait 8 heures, 14 heures, après 14 heures, 22 heures, et puis 22 heures, 6 heures. Mhm. Et il y a combien de personnes dans la nuit qui travaillent genre la moitié ou... On a à peu près 6 personnes dans Ok, la nuit et d'accord. tout. Mais on peut scaler. En gros, Ouais. en fonction du volume, je peux scaler. Je peux dire, OK, je veux 8 personnes dans la nuit, je veux 10 personnes dans la nuit. Ouais, bien Et ça sûr. marche super bien, quoi, en gros. Et je crois qu'on a à peu près des fois, j'arrive pas à compter. À peu près 18 à 20 personnes par là, quoi. Ok. Et oui, oui. Et toutes ces personnes-là, donc ces 20 ordinateurs ou 25 ordinateurs, ils ont tous un proxy pour n'importe quel login, même quand ils font genre l'emailing ou... Non, non, ils n'ont pas besoin de Ok, proxy. ok. Ils n'ont pas besoin C'est de quand proxy. quand tu touches à Shopify, Non, PayPal, ils tout n'ont pas ça. besoin de proxy. Après, si on a 20 personnes, on n'a pas 20 machines. Ouais. On n'a pas 20 machines parce que voilà, si tu as un système rotatif, tu n'as pas besoin d'avoir Oui, 20. oui, bien sûr, ouais, j'ai compris. Parce que si j'ai 20 machines et 20 personnes dans un système rotatif, ça veut dire que j'ai 60 personnes. Mais là, je peux avoir 60 personnes parce que j'ai déjà un process qui me permet véritablement de recruter du jour au lendemain, quoi. Et c'est quoi ce process? Comment tu les recrutes, ces personnes? J'ai déjà des templates d'offres et tout. Et en général, et qu'est-ce qu'on a fait? Pour chaque département, on a des chefs d'équipe. Et les chefs d'équipe, et on a une manager générale. Et la manager générale s'occupe de publier l'offre. Et avec le chef d'équipe, il passe ses interviews. Et moi, je viens juste faire du débrief pour essayer de savoir ce que la personne a dit,
pour quelles raisons je ne le recruterais pas, pour quelles raisons je le recruterais, et quelle est son ouverture d'esprit et tout. Et on a un process de recrutement qui va très vite, quoi. Si je recrute quelqu'un aujourd'hui, au bout de 2 mois, je dois savoir s'il est performant ou pas, quoi. Après 2 mois, s'il n'est pas performant, je dois me séparer de lui et puis je recrute quelqu'un d'autre, quoi. Et lui doit venir de la région ou il se déplace partout du Cameroun pour venir dans tes bureaux? Ça, c'est pas une question auquel je réponds. Ok. Parce que c'est à lui de savoir s'il doit venir à Douala ou bien s'il ne doit pas venir à Douala. S'il doit venir à Douala, tant mieux. Ok, mais s'il ne va pas venir à Douala, ça veut dire qu'il ne veut pas bosser pour moi. Ok, donc toi, tu prends que des personnes en physique. Je prends que des personnes en physique. On a beaucoup essayé du remote et tout. Et après, on s'est dit, avec du remote, je vais passer les informations, les gens vont écouter, après d'autres personnes vont faire autre chose. Parce que aussi, dans le boulot, il faut de la conscience professionnelle. Par exemple, moi, je ne veux pas que quand quelqu'un répond à mes mails, il est en train de causer avec des potes, il est un vendredi soir, si quelque part il a ouvert sa machine et dit, ah tiens, oui, je dois travailler les gars, mais on peut quand même boire une bière et tout, pendant que je réponds aux mails, tu comprends? Donc du coup, c'est compliqué. Et on a eu ça plusieurs fois, ou bien le mec, il te dit qu'il est en train de bosser, mais il n'est pas en train de bosser, quoi, tu vois? Mais il est ailleurs. Donc, qu'est-ce qu'on a fait pour résoudre ce genre de problème? On a créé un canal de prise de service, quoi. Ça veut dire, honnêtement, quand tu arrives, tu ouvres ta machine. Quand tu ouvres ta machine, tu es obligé, un peu comme les systèmes de badge dans les entreprises, prise de service telle heure. Quand tu me mets prise de service telle heure, ça veut dire que moi, à cette heure-là, si je t'appelle en vidéo, je dois te voir au bureau. Et si je t'appelle en vidéo, tu n'es pas au bureau, il faut bien que tu m'expliques comment tu as écrit dans le groupe. Parce que tu ne peux écrire dans le groupe qu'à travers la machine. Et donc, du coup, ça oblige tout le monde à venir faire la prise de service à l'heure. Et ça, on contrôle. Et ça, je peux remonter pour savoir qui était là à quelle heure et est-ce qu'il était vraiment là. Et donc, du coup, aussi, il y a des jours où, bizarrement, en général, le dimanche, je ne vais pas au boulot. Mais souvent, le dimanche, je me lève à 10h, j'ouvre le bureau et j'essaie de regarder qui est là. De manière inopinée, pour essayer de savoir est-ce qu'ils sont vraiment venus. C'est pas pour dire qu'ils sont pas consciencieux et tout, mais dans les débuts, pour commencer à avoir ta team vraiment, ta vraie team, qui est vraiment des gens qui sont professionnels et tout, tu dois mettre cela en place, quoi. Et une fois que tu as mis cela en place, ça marche. Et après, avec l'expérience, on sait comment recruter, on sait comment évaluer et tout. Et voilà, quoi. Et tu dirais que pour quelqu'un qui veut recruter des personnes, au Cameroun, c'est un bon pays. Les gens se forment bien, les gens sont motivés à travailler. Oui, je le dirais, je le recommanderais, mais il faudrait beaucoup trier et tout. Des gens sont qualifiés déjà. La plupart de nos employés ont en moyenne soit une licence, soit un master. Donc, après, il y a juste un peu le côté professionnalisme qu'il faut. Il faut vraiment faire le distinguo entre ceux qui veulent travailler et ceux qui ne veulent pas travailler. Mais dans la grande majorité, honnêtement, moi, je recommanderais de recruter des gens au Cameroun, mais aussi de les suivre, en gros. Parce que aussi, je vais faire une différence. Quand on va aux Philippines, quand on va dans d'autres pays, les gens qui viennent, par exemple, sur les plateformes en ligne et tout ça, les gens qui viennent sur les plateformes, ce sont des gens qui ont déjà de l'expérience. Mais par contre, nous, les gens qu'on recrute, ce sont les gens qu'on forme. Parce que le métier du digital n'est pas toujours assez évolué au Cameroun qu'ailleurs. Donc, du coup, il faut les former, mais il y a des gens qui pigent vite et puis qui arrivent à faire le job, quoi. Et c'est quoi le salaire moyen au Cameroun? Je vais dire quoi? Salaire moyen global? Ouais, le salaire moyen global du pays. Disons un salaire. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'est un salaire correct là-bas? Ça dépend des domaines aussi. Ça dépend des domaines, ça dépend beaucoup des domaines et tout. Mais je dirais un salaire moyen au Cameroun, globalement, on serait dans peut-être du 300 €. Bon, 300, disons pas 300, disons 500. Parce que si on fait la moyenne des personnes qui travaillent, on serait dans du 500 €. Ok. Oui. Et du coup, donc, tu nous as dit que tu fais beaucoup de fashion, beaucoup de Facebook, donc beaucoup de produits. Qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme petite value, justement, si quelqu'un voudrait faire de la fashion avec du Facebook et chiffrer? Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil? Honnêtement, ce que moi je dirais, peut-être au niveau des produits en général, à la différence par exemple des autres types de trucs, il faudrait juste avoir un template. Template, c'est quoi? Titre du produit, descriptif, image, bénéfice, image et
spécification. Dès que tu as ton template et tout, là, tu vas travailler tes images sur Canva. Qu'elles sont... on fait quoi, du upscale? Upscale. Upscale faire et du faire en sorte que ce soit la même taille Voilà, pour chaque... upscale, ou bien tu vas retirer le background et tout. Et normalement, tu as la fiche produit. Ça te prend pas si long que ça. Et avec l'IA, là, en plus, Hein? tu peux aller plus vite. Avec l'IA. Avec Qui l'IA sort. aussi, tu peux Ouais. aller plus vite et tout. Avec l'IA qui sort. Mais en général, moi, je dis, il faut bien travailler ce que l'IA va te ressortir. Bien sûr. Sinon, après, tu auras Mais ça a bien beaucoup changé, de... hein, je dirais, sur les 6 derniers mois. Oui, Canva, oui. c'est plus le même. Oui, par oui, exemple. honnêtement. Donc, il y a ça pour les fiches produits. Pour les sites internet, honnêtement, je vois beaucoup de gens qui retouchent les sites tous les jours à gauche, à droite et tout ça. Oui, c'est bien beau, mais va sur Facebook Art Librairie, tu cherches un site qui tourne en fashion et tout, et tu regardes bien. Tu regardes sur sa page combien de produits il a publié. Si tu vois qu'il a publié une vingtaine, une trentaine de produits, tu sais que c'est un site qui chiffre. Régulièrement, tu regardes en mode actif. Donc, et régulièrement, tu vas voir que c'est un site qui chiffre. Fais ton site comme le sien et voilà, tu peux commencer. Concernant Facebook, en général, tu fais des images sans background, tu fais des collages et tout, et tu lances ton testing. En général, les testings, on les fait à 50 €. Et 50 €, tu choisis tes intérêts. Je dirais pas tout de chez tout, ici. Tu choisis tes intérêts et tu fais Parce que c'est ton associé qui s'occupe de ça. voilà, plutôt. 2 images et un collage. Ouais, les collages, ça marche bien en fashion. Les collages, gens ça aiment marche bien bien. voir différentes couleurs, différents angles. Justement. Et puis, tu peux faire des images où tu mets l'image phare au-dessus et puis en bas, tu mets les différentes variantes. Mhm. Et puis, ça marche. Ça, c'est pour faire du volume. Mais après, il faut beaucoup travailler le back-end. Mhm. Parce qu'en général, pour ceux qui font du e-commerce, ce n'est pas que d'envoyer du volume, mais après, comment tu gères le volume, les retours et toutes ces choses-là. Et là, il faut avoir des process bien définis pour les retours, pour les négociations aussi, pour les remboursements et tout. Mais sinon, normalement, si tu es un peu smart, tu arrives à t'en sortir. Et ce que nous, on a fait aussi, qui est assez intéressant, on a créé un chatbot sur GPT. Et chaque fois qu'un client répond, on prend le mail du client, on envoie à ChatGPT, on prend le nom. Et nous, on a envoyé nos templates là-bas de réponse. Et lui, il te formule le mail. Et puis, tu copies, tu renvoies seulement. Ça a diminué, je ne sais pas, peut-être de 30% le travail des gens qui font du service après-vente. Mhm. Et ça, c'est bien. Je sais qu'il y a des gens qui offrent des services comme ça sur chatbot qui répondent aux trucs. Mais je préfère pas toujours parce que j'ai bien envie de savoir que les gens ont jeté un œil à ce qui a été envoyé, quoi, en gros. Et comment tu l'as entraîné, ton ChatGPT? Tes politiques de confidentialité, c'est quoi les retours, c'est quoi au niveau des tailles, tout ça. Tu le lui envoies et puis tu vas mettre un prompt et tout. Que chaque fois que je te donne le mail avec le nom du client et tout, le numéro de la commande, l'adresse email, tu vas devoir lire le mail et t'en souvenir et répondre. Mhm. Comme ça, la prochaine fois que je vais te renvoyer le mail avec les mêmes noms, même adresse email, même numéro de commande, alors tu sauras que tu as répondu à un mail précédent et sur la base de ce mail, tu vas répondre au suivant. Mhm. Et là, ça marche bien. Ouais, c'est Aussi intéressant. simple que Ça ça. paraît bête parce que c'est une des fonctions basiques de ChatGPT, mais Aussi simple que ça et ça marche bien. Donc, après, toi, je dirais qu'en fonction de tout ce que tu nous dis, ton fort, c'est l'opération, le back-end, justement, parce que tu arrives à pousser du volume. Mais ça paraît simple de faire un site simple, de faire des créas simples et de balancer 500 produits par mois. En fait, c'est toute une partie opération. C'est-à-dire que tu organises bien au niveau des équipes. C'est-à-dire, déjà, tu as une équipe solide. On sait que tu as des bureaux au Cameroun, tu as des gens en physique. Mais comment tu organises un peu tout ça? Tu fais des Google Sheets? Comment tu organises tout le système, en fait? déjà, sur beaucoup de choses, on a des Google Sheets et tout. Mhm. Donc, si je rentre dans le détail, ce sera hyper long. On a des Google Sheets, on a des différents départements. Là, je peux vous citer les départements. On a un département copywriting, on a un département service après-vente, on a un département media buying et on a un département tout ce qui est gestion de litige. Et donc, dans ces 4 départements, chacun a les sheets sur lesquels il travaille. Il y a un département recherche produit, tout ça aussi? Copywriting. Ah, c'est copywriting. ok. Copywriting, recherche produit, c'est mélangé et tout. Et ceux qui importent les produits, c'est... Ceux qui importent les produits, c'est ceux qui font le copywriting et tout. Ok. Donc, du coup, on a ces 4 départements. Et derrière, et là, on a une manager générale. Parce que normalement, on était obligé d'avoir un manager général pour pouvoir coordonner
tout ça. Parce que sinon, je vais devoir écrire à tout le monde. Mais moi, je donne mes directives en haut et je vérifie sur le site si c'est fait. Si c'est pas fait, je contacte mon manager et puis je lui dis, tiens, ça, c'est pas fait et tout. Et je veux que ce soit fait, quoi. Et on utilise beaucoup plus Slack. Je ne sais pas si les gens connaissent Slack et tout. On utilise beaucoup plus Slack. Et Slack, tu peux séparer en différents départements et écrire dans les différents départements concernés. Et après, l'avantage, et ça aussi, c'est ce qui est important, qui était important pour nous, c'est que nous, on a des bureaux et on a une salle de réunion. Donc, du coup, s'il y a un problème qui ne va pas, je peux convoquer un département en réunion directement. Et là, je leur passe les directives. Par exemple, si j'ai un projet que tu m'as confié et que ça ne marche pas, j'arrive le matin au bureau et je convoque le département concerné. Je dis, ah tiens, le projet de Mathéo, pourquoi c'est comme ça? On est à quel niveau? C'est quoi le souci et tout et tout? Moi, j'ai causé avec Mathéo, il dit ça, il dit ça, il dit ça. Et honnêtement, je veux que ce soit délivré mercredi. Mardi, vous m'envoyez les trucs, je vérifie. Et mercredi, vous le lui envoyez. Tu vois, et là, ça permet d'aller véritablement. Ouais, c'est vrai que c'est le next step. Et ça, j'y pense, d'avoir un bureau en réel. Maintenant, est-ce que ça va être au Cameroun? Justement. Et ça, vraiment, ça te permet vraiment, vraiment d'aller très, très vite, quoi. Par exemple, si là, on cause et que j'ai de la valeur sur un marché qui fonctionne ou bien sur un truc qui fonctionne, dès que je rentre, dès que j'arrive au Cameroun, jeudi ou vendredi, je fais la réunion avec mes équipes. Là, je peux faire avec tout le monde. Et je leur dis, à partir d'aujourd'hui, on va faire ce projet comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Demain, je veux déjà que les premiers résultats sortent. Et là, je commence à vérifier. Donc, toutes les 2 heures, je peux venir, je dis, tu es à quel niveau? Non, on ne fait pas ça comme ça, fais comme ça, tu es à quel niveau? Mais par contre, si tu es avec un assistant virtuel, tu vas lui donner des trucs par écrit, vous allez faire un call. Et bon, comment tu fais pour avoir accès à lui tout le temps? Parce qu'après, il y a le décalage horaire. Tu vois? Et ça, avec ça, on arrive à vraiment déployer de ouf. Ouais, je dirais quand tu veux faire du volume, quand ton équipe est un fort du volume, bah, tu es obligé de maximiser la performance de l'équipe et du coup, tu es presque obligé d'avoir une équipe réelle. Oui. Sinon, si tu fais plutôt du sniper, comme j'appelle, c'est-à-dire maximum de chiffres avec une petite équipe, là, tu peux te permettre du remote, mais tu sais que la performance ne sera pas forcément optimale. Ou que tu as des A-players, tu peux compter en remote. Voilà, justement. Et je peux, par exemple, prendre un cas. Si, par exemple, je cause avec Nico à 16h, il me dit, ah, tiens, il y a telle chose qui marche et tout, tu devrais mettre ça en place. Même si mes équipes, ils sont rentrés, je peux appeler mes managers, je leur dis, vraiment, il faut qu'on bosse ce soir. Ouais. Ils vont venir, mais je vais compenser, tu vois. C'est pas de l'esclavage et tout ça. J'évite d'utiliser ce mot, mais c'est contre-rémunération, tu vois. Venez, il faut qu'on bosse ça, il faut que ça sorte et tout. Et du coup, on peut bosser toute la nuit et le matin, c'est sorti. Et ça, c'est l'avantage d'avoir des bureaux. Et moi, je suis là. C'est l'avantage d'avoir des bureaux en physique, quoi. Mais par contre, si tu me parles d'un projet, je suis obligé de réveiller mon assistant virtuel aux Philippines, au Pakistan et tout ça. Je fais comment? Si je l'écris, il ne répond pas parce qu'il sait que non, j'ai le boulot de Nico demain à 9h. C'est à 9h qu'il va me répondre. Et puis t'évites le temps de latence. J'évite le temps de latence. Le temps de latence, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand tu travailles surtout avec des gens remote, il y a le temps que la personne ne fait rien parce qu'il doit attendre sur quelqu'un, en fait. Justement. Et toi, en réel, tout est coupé, tout se voit. Justement. Et j'ai sa ligne directe, je peux l'appeler directement. Donc, si je l'écris, il ne répond pas, je l'appelle en ligne directe. Tiens, j'ai besoin qu'on travaille. J'ai même la possibilité de démarrer ma voiture et aller le chercher. Non, juste par prudence. Ouais. Genre, vraiment pour lui montrer que je tiens à lui. Parce que pour moi, et pour moi aussi, ça c'est fondamental, les emplois ne sont pas que des gens qui génèrent de l'argent. Il y a aussi l'humain derrière. Et j'essaye d'avoir le maximum de proximité avec eux, de garder le côté professionnel, mais d'avoir aussi un peu de la proximité. C'est pas juste que ramène-toi ici et on bosse et tout ça. Et là aussi, dans la gestion, tu apprends autre chose. Tu as d'autres skills. Comment est-ce que je manage les employés pour qu'ils se sentent à l'aise? Par contre, et ça aussi, c'est un autre truc qu'il faut que tu travailles. Mais par contre, quand tu es en remote, tu n'as pas besoin de ça. Ouais. Tu dois même manager aussi la cohésion dans le groupe. Est-ce que il faut que tel s'entende avec tel, il faut que ça, tout ça, il faut essayer d'être à l'écoute sur beaucoup de choses. Et là, tu apprends à vraiment à gérer. C'est comme tu gères une boîte. Tu fais des calls par semaine, 2 calls, ou même pas besoin vu que c'est en physique, parce qu'en remote, ce qui est intéressant de faire, c'est au moins un call par semaine, parce que l'humain aime l'humain, et c'est important. Est-ce que tu fais des calls chaque semaine? Moi, déjà, ça aussi, c'est une discipline que je me suis donnée. Et c'est que chaque jour, je me lève et à 8h, je vais au bureau.
Et je vais C'est bien rester. Ça, c'est tous les jours. Il n'y a que samedi et dimanche que je n'y vais pas. Et je vais rester minimum jusqu'à 13h, même si je fais rien. Même si j'ai 1 ou 2 réunions, je vais venir au bureau et je vais les faire les 2 réunions et je vais rester. Pourquoi? Parce que en restant au bureau, ça me permet de rester focus sur mon business, premièrement. Ça me permet de réfléchir à de nouvelles idées et tout. Et ça me permet d'avoir une routine qui n'est pas brisée. Parce que sinon, après, si je me dis, mes équipes peuvent tout gérer, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me lever, je me brosse les dents et tout. Ah ouais, il y a la nouvelle saison de telle série et tout. Ah, j'ai pas besoin d'aller au bureau aujourd'hui, j'écris, il faut que j'envoie vite des trucs. Je m'assois. Mais après, on est dans un domaine qui est tellement changeant que chaque jour, il faut rester à l'affût et tout. Et si tu restes pas à l'affût, un moment, du jour au lendemain, il y aura des changements et tu seras éjecté. En gros, le e-commerce qu'on faisait en 2018 ou bien en 2020, c'est pas le e-commerce qu'on fait en 2022 ou bien en 2025. Nous, en 2022, on a failli sortir du game. À cause de quoi? À cause de tout ce qui était blocage de processus de paiement et tout ça, quoi. En 2022, je pense que ça a ramassé une grosse vague. Et là, il fallait vraiment... Et puis, on s'est rendu compte que, oups, on a fait de l'argent, mais on n'était pas très, très connectés. On a dit, il faut qu'on se reconnecte. Après, c'est là où j'ai vraiment compte tuteur. J'ai commencé à être vraiment très, très actif et écrire à tout le monde et tout ça. Et du coup, tu tombes sur des informations à gauche, à droite. Et c'est là où j'ai connu un ami, Lucas, qui fait à peu près 100 millions de chiffre d'affaires. On est devenus amis et tout. Et il m'a donné les clés pour qu'on sorte de là. Ah, le réseau, ça aide beaucoup. Ouais. Le réseau, ça aide énormément. Ouais. Et tout. Et là, justement, on a commencé à sortir des trucs de blocage de processus de paiement et tout. Mais sinon, le système est tellement changeant qu'il faut vite s'adapter et savoir vraiment quelles sont les tendances et pourquoi les faire, pourquoi ne pas les faire, quoi. Et savoir aussi où est-ce que tu gagnes ton argent. Par exemple, si aujourd'hui tu me dis, ouais, il y a TikTok Shop qui s'est ramené en Europe, on doit faire du TikTok Shop. Je vais te poser la question, comment est-ce qu'on fait? Et je vais m'asseoir et réfléchir et commencer à calculer, ok, ça me prend combien de temps et ça va me rapporter combien d'argent et c'est quoi sur la durée? Et moi, je préfère plutôt trouver un mec qui a commencé dans ça. Et je lui dis, mec, moi, j'ai tout ce qui est organisation et tout. Est-ce qu'on peut s'associer? Moi, je te gère tout l'organisationnel. Tu veux les shops, tu veux n'importe quoi et tout. Je mets à ta disposition. Et on s'associe et on travaille. Et là, je sais que je peux aller rapidement. C'est quelque chose que tu m'as dit il y a quelques temps que toi, par exemple, tu avais plein d'invitations à des masterminds à droite, à gauche. Et en fait, ce que tu préfères, c'est tu as un domaine précis où tu vas avoir de la knowledge. Tu vas vers la personne, par exemple, sur Twitter. Tu lui dis, voilà, j'ai déjà des résultats. Ton contenu ou des choses que tu postes, c'est pas mal. Ça, c'est mes résultats. J'aimerais pouvoir avoir un call avec toi si c'est possible. Même si la personne ne proposait pas de call de base, tu vas vers la personne, tu demandes ça et tu as toute la knowledge en un rien de temps. Et ça, c'est super valuable et c'est une de tes clés du knowledge aussi. Pour moi, c'est la meilleure. Pour moi, c'est la meilleure approche. Pour d'autres personnes. Parce que pourquoi? Le mastermind, il est super intéressant quand on échange et tout. Mais en général, il faut connaître quels sont ses problèmes et tout. Trop d'informations, en général, on reste perdu dans cette information. J'ai rencontré telle personne et tout, oui, il a proposé des trucs qui sont super importants qu'on peut implémenter. Moi, je recommande d'aller dans les masterminds, mais à un certain niveau, il faut choisir quel type de mastermind aller. Et le but de ça, c'est, OK, est-ce que comme j'approche cette personne, est-ce que je peux construire une relation avec elle pour qu'elle m'aide à arriver à ce niveau-là, quoi, en gros. Et moi, je préfère dire, OK, ça, c'est ma stratégie. Je ne veux pas dire que pour moi, les masterminds sont super, mais je préfère écrire à quelqu'un et lui dire, OK, tiens, j'ai envie qu'on bosse ensemble et tout. J'ai envie même déjà qu'on fasse un appel, même si c'est payant. Je me dis, si l'appel, 30 minutes, c'est 1 000 € ou 2 000 €, si je sais que tu peux m'apporter la valeur, je vais m'asseoir, je vais faire la liste de tout ce que j'ai besoin dans les 30 minutes et on va faire le call. Mais l'avantage avec ce call, c'est qu'on a un contact direct, on a un point d'entrée dans la conversation et tout. Et tu n'as pas vu ce jour-là 50 000 personnes devant toi. Et directement, après, je récupère ton numéro et on peut s'échanger. Et on peut aller plus loin. Ça, c'est ma stratégie. Parce que peut-être aussi, je suis prêt à payer ça, quoi. Moi, j'ai fait des calls avec des gens où après, on est parti en coaching, on a payé à peu près 10 000 €. Avec cet argent, j'aurais pu aller dans le mastermind. Mais sauf qu'après, on est resté tellement en relation et tout, que ça fait en sorte qu'on est plus, on s'entend plus, on cause de beaucoup d'autres choses, en gros. Tu vois.
Et tu m'as dit qu'une rencontre qui t'a beaucoup aidé, c'est Lucas qui a fait son M. Lui, il fait les mêmes process que toi. Oui. Pourquoi cette rencontre m'a aidé? C'est pas parce que j'ai rencontré... Oui, c'est parce que j'ai rencontré Lucas, mais aussi j'ai rencontré une nouvelle façon de penser. Moi, avant, je voyais les e-commerce comme... Tu trouves un winner, tu crées le shop et tu lances et tu attends l'argent. Non, mais notre rencontre, je crois, c'était, il venait de commencer sur Twitter et tout. On avait payé son premier call 30 minutes à 500 €, je me rappelle bien. Je crois qu'aujourd'hui, il n'en fait plus. Et du coup, on a commencé à échanger et je me suis rendu compte que le e-commerce, en principe, c'est une entreprise que tu développes. Quand je parle aujourd'hui de tout ce qu'on a monté au Cameroun, je parle qu'on a monté l'entreprise. En gros, c'est pour ça que je vous dis que je viens tous les matins et je rentre le soir. Parce que pour moi, c'est une entreprise que je suis en train de développer. Une entreprise où il faut des process bien définis sur un certain type de choses pour pouvoir arriver à scaler, quoi. Parce que si tu n'as pas des process bien définis, si tu n'as pas de bons KPI et tout, faire un shop, faire une boutique, faire tout ça, tout le monde sait le faire. Mais comment tu scales? Il te faut des process bien définis. Il te faut des employés, il te faut ceci et tout. Et donc, du coup, durant notre call, il m'a posé beaucoup de questions. Est-ce que vous avez telle chose, vous avez telle chose? J'ai dit non, 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 non. Il m'a dit, oui, vous faites de l'argent, mais vous ne pourrez pas faire de l'argent sur du long terme. Sorry. Si vous voulez faire de l'argent sur du long terme, il vous faut des process bien définis. Et donc, du coup, et c'était une rencontre qui m'a tellement bouleversé parce que je me dis, OK, j'ai un mec qui a pratiquement le même âge que moi et lui, il a fait 100 M. Et moi, j'ai de la peine. À l'époque, on faisait à peu près 2 millions. J'ai dit, ah ouais, quand nous, on fait bien l'année, on fait 2 millions d'euros. Mais lui, il a fait 100 M en 3 ans. Quand tu divises, ça fait 30 millions par an. Comment il fait? Comment il gère le volume? Comment? Et ça a été, on a commencé à travailler ensemble. Et c'est lui-même qui me permet qui me fait faire la transition de tout ce qui est processeur européen pour aller à Hong Kong. Et donc, du coup, derrière lui, on commence à avoir les PayPal et toutes ces choses-là et tout. Et aujourd'hui, on a construit notre propre réseau. Mais la manière dont la personne opère fait en sorte que tu changes ta manière d'opérer. Ouais. Et donc, du coup, tu commences à te dire, OK, lui, carrément, il a tout un bureau au Pakistan. Ouais, c'est au Pakistan, oui. Il habite au Pakistan? Non. Ah, ok. Il a tout un bureau, des mecs, il loue les locaux et tout ça. Et il a ses bureaux à lui. Et il y a les mecs qui travaillent pour lui. Je crois qu'on a eu fait une coopération en 2023. Et on a eu le contact de ces gars et tout. Le mec, il te dit, je travaille que pour lui. Nous, on ne travaille que pour lui. Donc, si tu veux bosser avec nous, tu dois bosser à travers lui, sinon tu ne bosses pas avec nous. Et justement, et lui, il a des bureaux, il fait des calls et tout ça, il est un manager général. Et voilà, quoi. Et puis, tu te rends compte que tu as des gens qui payent des employés 60 000 € l'année, juste pour qu'ils gèrent tout le business, un vrai CEO. Et là, je te dis, OK, moi, je fais mes boutiques, je lance, je scale et tout. Je n'ai pas de CEO, je n'ai pas de KPI, je n'ai pas de process, je n'ai pas de Excel, je n'ai pas de ceci. En fait, je suis un vendeur. Le jour où je m'arrête de travailler, mon business aussi s'arrête. Qu'est-ce que je fais? Quelles sont les directives que je donne pour commencer à scaler plus haut? Et c'est ça qui a changé totalement ma vision. En gros. Et aujourd'hui, voilà, on arrive à faire le volume qu'on fait, justement parce qu'on a fait cette transition. Et c'était dur, mais on est obligé. Et aujourd'hui, justement, quand je dis qu'on ouvre des services de SAV, on ouvre des services. Parce que moi, je vois qu'on a une boîte, en gros. Une boîte qui peut offrir ce genre de service. Mais je n'aurais pas pu offrir ce service si j'avais 2-3 freelances au Pakistan et tout ça. Parce qu'aujourd'hui, si Nico m'appelle, il me dit, tiens, je t'ai donné tel truc, c'est pas sorti. Je vais cogner au bureau, à la porte, là. Ouais, pourquoi vous n'avez pas fait sortir le truc? Nico, il faut que ça sorte. En gros, c'est pour ça que la dernière fois, je te disais, j'ai besoin de feedback pour savoir ce que tu veux, pour construire aussi une équipe qui travaille comme tu veux. Parce que je travaille à la personne, en gros. Je vais pas prendre 1000 clients ou bien 2000 clients et puis bombarder. Non, je préfère 2-3 clients qualitatifs où je peux vraiment construire l'équipe à son image et où on peut vraiment travailler que de prendre, ah tiens, il y a un nouveau là qui vient de commencer l'e-commerce, il faut qu'on fasse son SAV. Parce que toi et moi, on peut se comprendre. Parce que je connais un peu à quel level tu opères, je connais ta manière de réfléchir et je sais un peu, si je t'explique certaines choses, tu vas comprendre. Mais sur certaines personnes, si je lui dis telle chose que tu as fait, c'est pour ça que tu n'as pas les recettes. Il va dire, ah non, tu as fait la mauvaise créative, tu as fait ceci. Mais il faut comprendre vraiment le process, quoi, en gros. Et sur beaucoup de choses, il faut être patient. Et l'équipe de Lucas, Ecom, je sais qu'il a aussi son associé Max. Ils sont combien dans leurs équipes
En tout cas, à l'époque. Max n'est réellement pas son associé. Ok. Sur, Mais alors, l'équipe sur, de sur, Lucas sur comme, au Pakistan, je sais pas, je crois à peu près, je crois une trentaine, 30, quarantaine. 40. Ok. Oui, je crois. Et tout. Full remote. Full Enfin, remote. c'est des bureaux là-bas à lui, du coup. Full remote, tu sais qu'il a des bureaux là-bas. Ouais. Après, il y a beaucoup de choses qu'il fait que je pourrais pas dire ici Ouais, bien parce sûr. que ça, c'est son process personnel et tout. Et il y a beaucoup de choses aussi qu'on s'écrit et tout que je peux pas vraiment venir. Ah, il a fait ça, il a fait ci et tout ça. Ce serait bien, mais ce serait contre-éthique, quoi. Ouais, nous, Honnêtement. des fois, ça nous est arrivé. La dernière vidéo qui a été postée, j'avais dit quelque chose qu'on m'avait dit, et après j'ai oublié. En recheckant la vidéo une fois publiée, et non, on peut pas publier. Et du coup, on l'a supprimé et les gens se demandaient ok, pourquoi c'était en privé. Voilà, voilà la raison. Hein. C'est que Justement. on a partagé trop de value et des fois, si ça vient de quelqu'un d'autre, ben, on est obligé de Justement. garder sa privé. Justement. Parce que là, maintenant, si je dis, ouais, au Pakistan, ouais, peut-être il y a des concurrents qui vont dire, ah ouais, tiens, il faut qu'on check, il faut qu'on sache. Mais moi, je peux vous dire, ces gens sont fidèles. Mhm. Ces gens sont fidèles et honnêtement, aussi, quand tu commences à être ami avec ce genre de personnes, tu vas pas aller derrière son dos, écrire à ses équipes Bien et sûr. tout ça. Honnêtement, c'est pas trop ça. On n'est pas en concurrence déjà, premièrement. Et deuxièmement, pour moi aussi, en dehors de faire de l'argent, il y a tout ce qui est éthique, quoi. En gros, si aujourd'hui tu me présentes quelqu'un, je vais pas aller dire, il faut que j'aille derrière lui, comme ça. Je fais de l'argent, mais je veux dormir tranquillement chez moi, Mhm. chaque jour. Bien sûr. Et pouvoir me regarder et dire, j'ai pas fait de coup bas à tel, j'ai pas fait de coup bas à tel et tout ça. Et que je fais ce qui est bien. Et oui, parce que quand on commence aussi à avoir des enfants, on se dit, ah tiens, est-ce que c'est ce que je voudrais enseigner à mon enfant? Et tout. Mhm. Non, c'est un peu ça. C'est ça. Et pour les personnes qui sont en Europe, en France ou moi à Dubaï, c'est quoi? Parce que moi, je suis dans l'optique d'avoir des bureaux Mhm. très prochainement. C'est quoi les conseils que tu peux me donner pour que dans les bureaux ça se passe bien? J'avais entendu Gabriel Dubois qui était passé ici, qui nous a dit oui, j'ai essayé les bureaux, mais tous les employés m'embêtent, ils me posent des questions tout le temps et je perds énormément de temps, etc. Toi, c'est quoi ton avis là-dessus et tes conseils pour quelqu'un qui veut commencer à avoir des bureaux et bâtir une équipe et une vraie boîte? Oui, la réponse de Gabriel, elle est pertinente. Mais ce que vous devez aussi savoir, c'est que nous, on a commencé à construire nos bureaux en 2021. Et les employés qu'on a aujourd'hui, on ne les avait pas en 2021. On n'a que quelques. En 2022, je crois que nos plus anciens employés sont de 2022 et tout. Mais à chaque fois, on a dû recycler. Construire, avoir des bureaux, c'est comme avoir une entreprise. Ça prend du temps. Il faut prendre du temps pour comprendre comment ça fonctionne. Tu ne vas pas te lever aujourd'hui et puis dire, en un mois, j'ai mes bureaux. Ça ne se passe pas comme ça. En gros, soit honnêtement, on ne fait pas d'accompagnement pour avoir les bureaux, soit tu peux avoir, dans un pays où tu vas avoir les bureaux, tu peux avoir quelqu'un qui a le bureau, qui peut te dire, tu peux faire comme ça, comme ça, comme ça, et tout. Mais moi, honnêtement, pour mon cas, au Cameroun, je dirais, pour avoir des bureaux, on a compris très tôt qu'il fallait recruter en masse et virer en masse, et ne garder que de bonnes graines. Ouais. Et ça, justement, je crois qu'en 2023, tout le temps, on est en train de publier les offres. Les gens pensaient que notre entreprise était en train de scaler. Non, mais on était sur le tri. Mhm. Qui sont les bonnes personnes? La bonne personne, c'est qui? Pour moi, la bonne personne, c'est une personne qui a la conscience professionnelle et une personne qui veut apprendre. Une fois que tu as la conscience professionnelle, ça veut dire que quand je suis devant ma machine pour bosser, je suis devant pour bosser. Une personne qui veut apprendre, c'est une personne qu'en réunion, quand tu lui dis on fait comme ça, il sait quoi faire. Et une personne aussi qui a un peu d'intelligence. Que tu ne vas pas venir tout le temps lui rappeler les mêmes choses. Une fois que tu as ça, et je pense que normalement, tu pourrais facilement te déployer. Et tu sais exactement comment structurer tes bureaux, en gros. C'est pour ça que, justement, une fois de plus, quand je disais qu'on offre ce service, on n'offre pas ce service à la tâche. Si par exemple, toi, Nico, tu viens, tu me dis, j'ai envie d'avoir des bureaux, j'ai envie d'avoir mes 4 personnes avec qui je vais bosser et tout, je vais te dire, moi, je peux me charger de te recruter les 4 personnes. Je peux me charger, par exemple, qu'il y ait un local sur lequel tu vas travailler avec eux. Je fais toute la disponibilité, je fais toute la disponibilité, je surveille. Et ce sont tes équipes. Moi, tu as juste à me payer pour ça. Mais tu as tes équipes que moi, j'ai triées sur le volet et qui travaillent pour toi. Ils doivent te répondre, ils doivent te relater, ils doivent te faire ceci et tout. Et justement, moi, je charge un fils. Ça veut dire que moi, un peu, je deviens, entre guillemets, ton CEO dans un lieu où tu n'aurais pas de CEO. Et le jour, si tu veux, tu te lèves,
Tu prends le vol, tu viens au Cameroun et tu t'assois, tu débriefes avec tes équipes. Ce sont tes équipes. Mhm. Je sais pas si tu comprends un peu. Donc, Ah, je te permets d'avoir un truc qui est dématérialisé, mais où tu as le total contrôle. Et là, ça reste tes équipes. Mais honnêtement, et je parlais de ça, il y a comment tu traites les gens, il y a de l'empathie, il y a plein de choses. Des fois, nous, on fait souvent au bureau, on fait des after-work. Des fois, on fait pour le 1er mai, c'est la fête du travail. On va faire on aura un truc où on va faire à manger, tout ça. On va fêter. En fin d'année, on organise des fêtes, des échanges de cadeaux et tout ça. Et c'est des choses que tu dois réfléchir pour mettre en place. En gros, c'est comme une entreprise. Ouais. Si tu as bossé dans une boîte, il faut faire tout ce qui est aussi social. C'est pas un truc où ressources humaines. tu pousses les tâches et tout, et tu attends que derrière le résultat sort. Et quand ça sort pas, tu dois gronder et tout ça. Tu t'es formé comment là-dedans, justement, pour savoir la culture, tout ça? Sur le tas. Ok. Sur le tas, j'ai eu à travailler. Quand j'étais en Allemagne, j'ai eu à travailler et tout. Et puis j'ai compris un peu comment ça fonctionne. Et puis je me suis dit, OK, comment est-ce que je fais pour... En fait, tu regardes tout le temps sur YouTube et tout ça, et tu essaies de comprendre qu'est-ce qui est important pour un employé, qu'est-ce qui n'est pas important pour un employé, comment est-ce que tu fais pour le manager et tout ça. Et aussi avec l'expérience. Des fois, tu comprends aussi pourquoi quand tu étais dans une boîte, le chef n'était pas très, très proche de vous. Parce qu'il ne faut pas que son autorité elle baisse. Mais par contre, il peut être gentil. Mhm. Tu peux être gentil et être moins proche. Et tu peux comprendre aussi l'autre. Et aussi, tu dois aussi avoir l'esprit honnêtement ouvert pour savoir que, ouais, tiens, j'aime bien ce mec, mais il passe pas dans mon projet. Et moi, je dis toujours aussi dans la boîte, en fait, tu n'es pas mon employé. C'est un contrat qu'on a passé tous les deux, que je te rémunère tel montant pour que tu m'apportes telle chose. À partir du moment où ça ne marche plus, ça veut dire que un des deux dans le contrat se sent floué et que tu ne peux plus m'apporter telle chose comme tu ne peux plus m'apporter telle chose. Alors, vu que la base sur laquelle on s'est assis, c'était ça, alors on devrait arrêter de coopérer. Et l'employé, lui, comprend ça. Mhm. Parce Ouais. que tu dois aussi un peu l'éduquer. C'est vrai que c'est quelque chose de très important de faire comprendre qu'il y a toujours du win-win. Parce Qu'il que y a- les gens n'aiment pas que l'autre prenne plus que toi. Donc, si tu poses les bases et tu lui dis ouais, que c'est win-win, c'est vrai que c'est quelque chose de fondamental mais important. Justement. Par exemple, un cas, je crois qu'on a eu un cas au bureau où j'ai dit à un mec que, en fait, ton travail n'est pas bon. Donc, du coup, ce pourquoi je te paye, tu ne me le rends pas. Je t'aime bien, en cours, j'ai pas de problème avec toi et tout. Mais sauf que parce que, voilà, ton travail n'est pas bon, je peux pas te garder, c'est parce que je t'aime bien. Si je t'aime bien, on peut aller boire un verre ensemble, on bavard de tout et de rien. Mais sauf que l'entreprise a besoin de tourner. Et comme l'entreprise a besoin de tourner pour que je puisse rémunérer les gens, alors il faut que je gagne de l'argent. Et si j'arrive pas à gagner de l'argent, qu'est-ce que je fais? Je suis obligé de me séparer de toi. Mais ce n'est pas une question de... C'est tellement bien dit. C'est pas une question de désamour. Ouais. C'est une question objective. Et sûr. tout. Mhm. Et si l'entreprise fait faillite à cause de toi, ça voudrait tout simplement dire que tous tes collègues avec qui tu es, ils vont rentrer à la maison. Comment ils vont aider leurs enfants? Comment ils vont aider leur famille? Donc tu vois que toi, si je te garde, alors ça risque de toucher beaucoup de personnes. Ouais, t'as les bons mots. et donc, du coup, quand tu es dans cette logique-là et que tu fais comprendre ça à l'employé, comprends que, au fond, on s'aime bien, Mhm. mais si je bosse pas bien, je peux pas. Mhm. C'est un peu ça. Et toi, là, du coup, c'est quoi les objectifs sur cette année et l'année prochaine? Est-ce que tu veux grossir cette équipe de fois deux? Est-ce que c'est quoi un peu Ouais, là, pour cette année, on a vraiment décidé d'offrir ce service pour d'autres personnes et tout. Ok. Parce que mon challenge aussi, c'était pas... Je vais dire que je veux bien me diversifier, mais j'ai bien envie de garder cette équipe et de la faire croître. Et de pouvoir aussi, par exemple, faire partager vraiment, faire en sorte que les autres puissent profiter aussi, quoi. Et de me donner de nouveaux challenges, de me dire, OK, aujourd'hui, on a 16 personnes, pourquoi pas avoir 40 personnes, et que sur les 40 personnes, les 25 personnes en plus et tout, et 16 personnes, bref, je ne vais pas compter. Sur les 40 personnes, que les 40 personnes en plus, les autres personnes sont dédiées peut-être à servir d'autres personnes. Et tout. Et que vraiment, on puisse travailler dessus. Parce qu'après ça, c'est quelque chose, par exemple, dans 10 ans, 15 ans, c'est la boîte que tu crées, c'est pour revendre aussi?
peut-être ou Non, même pas du tout. Ok. Pas du tout. Je ne fais pas de boîte pour revendre. C'est vrai que la revente, généralement, donne beaucoup d'argent et tout. Mais en général, moi, tout ce que je fais, en général, je le fais par passion. Déjà, premièrement. Certes, je veux gagner de l'argent, mais si je la revends, il va falloir que je me lève et je crée un autre projet. Mais ce projet, il me plaît déjà. Et comme il me plaît déjà, j'ai la force de me lever tous les jours pour aller travailler, quoi. Ouais. En gros. Et donc, revendre serait, voilà, oui, je prends mon cash et puis je fais autre chose. Oui, mais pour l'instant, ça ne me traverse pas trop l'esprit. J'ai envie de voir jusqu'où je vais aller avec ça. Et comme aussi, j'ai envie aussi vraiment de me dire, OK, pourquoi pas faire du 20 millions par an? Ouais. Et justement, comment est-ce que je déploie pour faire du 20 millions par an, pour faire plus et tout. Et ça, vraiment, c'est ça mes objectifs, quoi. Ouais. Et aussi, les autres objectifs aussi, c'est beaucoup plus aussi la famille parce que quand on est à fond sur le business, on oublie beaucoup la famille. Il faut que je fasse du cash et tout. Mais après, on prend de l'âge, moi, à 35 ans. Il faut vraiment que, voilà, je puisse aussi. Sinon, tu travailles pourquoi? Mhm. Sinon, tu travailles pourquoi? Ça, c'est un équilibre à prendre qui est difficile. C'est un équilibre à prendre qui est difficile, mais qu'il faut le faire à un moment. Mhm. Il faut pouvoir se dire, OK, il faut que j'amène mes enfants à tel endroit. Il faut qu'ils viennent à Dubaï. Il faut qu'ils aillent en Europe. Il faut qu'ils voient certaines choses et tout. Il faut que je leur donne, je sais pas, je les accompagne au cours de piano. Il faut que je les accompagne à la piscine. Il faut vraiment qu'ils fassent beaucoup d'autres choses. Sinon, au final, quand tu gagnes de l'argent, si ce n'est que pour toi, tu vas t'acheter de belles montres, de belles voitures et tout. C'est drôle ici. Je comprends que personne n'a de montre ici. Moi, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai jamais eu la folie des montres et tout. Après, je critique pas ceux qui les ont et tout, mais pour moi, honnêtement, mon argent, je l'investis ailleurs. Et donc, c'est un peu ça. C'est ça, mais d'abord, il faut quand même faire 20 millions à l'année. Et ton process, là, du coup, c'est de faire plus de volume sur ce que tu as déjà. Mhm. Mon objectif, en général, quand je parle de 20 millions l'année, c'est pas 20 millions, c'est pas l'argent. C'est comment Bien est-ce sûr. que je scale mon équipe pour faire 20 Ouais. millions. Mhm. Pour moi, c'est ça mon plus Bien gros sûr. challenge. Parce que, honnêtement, si les gens peuvent faire 20 millions, je peux faire 20 millions. Je pense qu'il n'y a aucune barrière. Mais le gros challenge, c'est comment est-ce que je fais pour monter l'équipe pour faire 20 millions. Et après, les 20 millions, si tu me poses la question, et c'est un peu comme dans toutes les choses que j'ai fait dans ma vie, est-ce que je peux faire 20 millions? Pour moi, c'est clair dans ma tête que je peux faire 20 millions. Je n'ai aucun doute que je peux faire 20 millions. Mais il faut juste que j'entraîne mon cerveau à bâtir de bonnes connexions et à bâtir de nouveaux skills pour pouvoir faire 20 millions. Et c'est ça qu'il faut que je fasse. Basiquement, il y a plusieurs manières de scaler. Là. Si tu tournes déjà que tu as tes équipes, donc les nouveaux outputs, ça serait faire 20 millions par rapport à ce que tu es. Donc après, il faudrait identifier c'est quoi tes contraintes, c'est quoi ton goulot d'étranglement Justement. pour faire 20 millions. Justement. Ça serait quoi, tu pourrais dire, ton goulot d'étranglement? C'est pas les équipes. Je te prends un exemple, ok? Il y a des métriques, par exemple. Nous, on a les métriques de recrutement d'employés au SAV en fonction du nombre de mails. Attention, juste à pas être trop loin du micro, sinon. Nous, on a des équipes de recrutement d'employés, surtout au SAV en fonction du nombre de mails. Ça veut dire que quand je commence à scaler et que je me rends compte que j'ai plus 500 emails qui entrent, alors j'ai besoin d'une personne. Mhm. Donc, du coup, si je veux faire 20 millions, je vais commencer à réfléchir comme ça. Et après, comme j'ai une petite équipe et j'ai un manager, du coup, il va falloir avoir plusieurs sous-équipes, un manager au-dessus, quoi. Et après, il va falloir recruter une RH professionnelle qui va gérer tout ça. Il va falloir t'entraîner pour faire grossir la boîte, quoi. Donc, du coup, dans ma tête, je sais exactement quoi faire et comment placer pour pouvoir grandir. Et ça, honnêtement, ça va prendre du temps, mais je vais m'asseoir et je vais le faire pas à pas. Je ne vais pas aujourd'hui... Et ça aussi, c'est un truc que on a appris à la dure. Le plus dur dans un business, c'est de le scaler. Mhm. Ouais. Parce que quand tu le scales, tes problèmes se multiplient. Des problèmes que tu pensais inexistants, ils se multiplient carrément. En gros, je te prends un exemple très simple. Si tu fais, en tout cas, tu fais 10 KD, ça fait 300 000 le mois. Tu fais 20 KD, ça fait 600 000 le mois. Tu as les mails qui entrent, je ne sais pas trop, disons que tu as 100 mails, 150 mails qui entrent par jour. Quand tu fais du 10 KD et que tu as un employé qui ne vient pas, ça va encore. Mais quand tu fais du 20 KD et que tu as un employé qui ne vient pas, Ouais, c'est mort. ça se ressent.
Après, tu as du retard qui se creuse. Il suffit Après, que tu tu as du l'embauches retard même qui se 5 jours creuse. plus tard. Voilà, et donc du coup, ça devient problématique. Et donc du coup, le scaling, pour moi, ça doit aller progressivement. Et il faudrait toujours pouvoir identifier quel est mon goulot d'étranglement. Et tu vas le faire progressivement, mais il faudrait déjà définir exactement quel est mon goulot d'étranglement. Si moi, je veux faire du 20 millions, il faudrait déjà que j'appelle mon insider chez PayPal et qu'on fasse une réunion et que je lui dise, tiens, à partir d'aujourd'hui, sache qu'il y aura du volume. Et comme il y aura du volume, il faudrait qu'on soit à l'affût et que le niveau d'échange qu'on a, qu'on commence à multiplier ou bien, voilà, qu'on commence à avoir plus d'échanges, quoi. Et du coup, je vais aussi appeler mon fiscaliste et je vais lui dire, tiens, je veux faire 20 millions l'année. Est-ce que sur la structure de la société qu'on a, est-ce que ça va tenir? Donc, du coup, il faut déjà commencer à voir ça, quoi, en gros. Donc, du coup, tu commences déjà à mettre les fondements solides et tout avant de rentrer dans le game. Parce que le game de faire 20 millions, si j'ai 14 boutiques, alors je peux faire facilement du x3. Mais comment? Parce que plus de boutiques, plus d'argent. Ouais. Mais comment je gère après ce flux qui va rentrer? Même émotionnellement, même physiquement. Parce que si physiquement je ne suis pas prêt, je peux un jour me lever pour aller bosser et puis je m'évanouis. Mhm. Comment je gère ça émotionnellement? Oui, souvent on n'en parle pas, mais Ouais, tu j'ai peux déjà eu faire ça, du moi. burn-out. Ouais, de- Voilà, tu peux faire du burn-out. Donc du coup, il faut essayer de savoir comment est-ce que je me mets en condition pour pouvoir faire ça. Et qu'est-ce que je sacrifie en retour. Donc si tu veux faire 20 millions, si je me dis je fais 5 millions maintenant, l'année prochaine je dis je vais à 8 et l'année prochaine je vais à 20. Aussi simple que ça. 100%. C'est ultra intéressant comment il pose les bases avant de scaler. Ça, c'est, bon, on dirait mon weakness. C'est que moi, plutôt, je vais dire, OK, je vais scaler, je fais ça, et après, derrière, je structure. Et c'est la mauvaise manière de réfléchir. C'est-à-dire de faire comme tu fais, c'est ce qui assure vraiment un scaling stable et un scaling bien fait. De penser déjà, en fait, tu penses, OK, tu auras 20 millions, qu'est-ce que tu auras comme problème? Donc, anticiper ça, plutôt que les faire, et puis après, que ça se casse parce que tu n'as pas anticipé. Oui, honnêtement. Parce qu'après, au final, il faut sécuriser les fonds, quoi. Mhm. Il faut sécuriser les fonds. Après, si tu scales, après, tu te retrouves dans une grosse merde, tu fais quoi? 100%. En plus, tu parles d'évanouissement. Moi, je sais pas si je t'ai dit, mais genre, il y a environ 1 an et demi, j'étais au bureau avec un associé. Et en fait, on lançait sandales orthopédiques à droite, à gauche. Et j'ai travaillé jusqu'à genre 5h, 6h du matin. Et j'avais bu trop de caféine, etc. J'avais fait une nuit blanche aussi Oui. avant cette nuit où j'ai travaillé jusqu'à 6h et je suis tombé. Je suis tombé par terre, l'hôpital est venu, l'ambulancier est venu. Et ça allait pas. Et j'avais pas fait ces fondations-là. Et je scalais, tu vois, mais j'avais pas fait ces fondations-là. Et c'est super, super important. Je pense que les débutants et intermédiaires qui regardent ça, il faut vraiment comprendre que à un moment, c'est juste l'équipe qui est là pour t'aider à scaler et pas avoir tout ce stress, comme tu dis. On peut s'évanouir. Pour moi, notre corps, c'est notre outil de travail. Ouais. C'est comme un sportif, c'est-à-dire on doit l'optimiser, faire en sorte qu'on se sente ultra bien, que la santé ça aille, parce que sinon tout le reste, ça flinguera tout le reste. Et les gens oublient ça. Les gens se disent ouais, c'est plus important de peut-être négliger le sport parce que j'ai du business. Et là, je suis focus dans le business. Mais il faut penser sur le long terme, comme il pense Alex. Ok, mais dans le long terme, si je continue comme ça, mon corps il fonctionnera pas. Comment je vais faire pour être productif? Et court terme, après, je dirais tu peux quand même quelques mois pour vraiment avoir le momentum qui commence à arriver. Tu vois, tu as ton travail à côté. Tu as ton travail et à côté, tu commences à travailler sur ton business. À ce moment-là, oui, tu vas peut-être moins dormir. Tu vas peut-être. Mais faire attention quand même. Faire attention aux signes précurseurs, parce que souvent, quand on reçoit des signes, c'est le dernier moment avant qu'il y ait des maladies, avant que ça. Oui. Et honnêtement, quand tu te lances et que tu es nouveau et que tu dois bosser beaucoup, tu dois beaucoup équilibrer avec le sport. Moi, dans tout ce que j'ai eu à faire dans ma vie, les périodes où j'ai vraiment beaucoup bossé, j'ai fait honnêtement beaucoup de sport à côté. Moi, quand je faisais, je crois quand j'étais à l'université et tout, il y a eu une période où j'avais enchaîné vraiment. Je bossais énormément de ouf et tout. Et j'avais un programme de sport qui était vraiment de folie, quoi. Je sais pas si je peux faire. Je faisais de la natation le lundi, je faisais du foot le mardi, le mercredi, je faisais du foot, le jeudi, je faisais du aikido, le vendredi, je faisais du foot, et le lundi, je faisais la natation. Et j'étais vraiment full énergie, et puis ça allait, quoi. Moi, je dis, tu peux toujours compenser. Souvent, on se dit, OK, je suis focus et tout, si je vais faire du sport, je reviens et tout, si je vais courir, je reviens. Je vais perdre le momentum. Mais c'est faux, c'est extrêmement faux. Tu peux aller courir 15 minutes. 15 minutes, pour toi, peut-être, c'est pas
Tu vas te dire, ah non, il me faut 1 heure. Non, mais 15 minutes, tu enfiles tes chaussures, tu cours là. Ça dépend du tempo. Et puis tu reviens, tu prends une douche et tout, et tu continues. Tout ce qui te prend de l'énergie, ça te donne l'énergie. Ça, c'est ce Justement. que j'ai remarqué. Et ce qui te prend pas beaucoup d'énergie, ça te fait pas d'énergie. Aujourd'hui, je travaille pas le samedi parce que le samedi, je fais du foot. Ouais. Et ça, c'est depuis que je suis au Tu joues Cameroun. quel poste? Attaquant. Ah. Mais j'ai joué quand même beaucoup de pauses. J'ai fait latéral, j'ai fait milieu de terrain. Et là, maintenant, je suis attaquant, en gros. Mais le samedi, pour moi, c'est le foot parce qu'il faudrait que je sorte un peu du business. Et j'ai besoin de ce sport-là pour pouvoir vraiment, véritablement avoir le full énergie. Et là, je pense à recommencer avec la natation parce que j'ai besoin vraiment de sport. Sinon, sans sport, je ne tiens pas. Ouais. Et les débutants, ils doivent pomper. Et puis, il y a l'autre partie. Ça aussi, c'est important. L'autre partie, j'ai lancé un produit, ça ne marche pas, le monde va s'écrouler et tout ça. Je fais quoi et tout ça. Honnêtement, tu ne vas pas mourir. Tu lances un produit, ça ne marche pas. Lance un deuxième, lance un troisième, lance un quatrième. Si au quatrième, ça ne marche pas, assois-toi. Et commence à te dire, OK, qu'est-ce que je fais mal? Et après, je recontinue, en gros. Je pense que les gens ne testent pas souvent assez les produits et ils pensent qu'il y a une recette miracle. Et normalement, il y a des gens qui accompagnent et tout. Moi, j'ai vu tes vidéos à l'époque quand j'étais en 2020, Shopify Addict et tout ça. Tu es un très bon pédagogue, je dois te le dire aujourd'hui et tout. Donc, regardez ça, ouais, Nico, ah, super, super, et tout ça. Et honnêtement, je pense que tes vidéos que tu faisais à l'époque, il y avait tout pour réussir dedans. Ouais, clairement, ouais. Oui, il y avait clairement tout pour Toujours réussir. aujourd'hui. Je sais pas si... Parce que nos podcasts ont toute la valeur qu'on sait. Moi, ça fait 2018, je chiffre. On partage tout gratuitement. Donc c'est ça. Il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui nous écrivent ils chiffrent grâce juste au podcast. Oui, oui. Honnêtement. Ils appliquent juste. Donc. Justement, honnêtement. Donc, du coup. Encore hier, j'ai reçu un message de quelqu'un qui a genre 18 ans, 19 ans. Et il se reconnaîtra. Et il m'a pris en photo, il a pris en photo qu'il suivait le podcast. Il m'a envoyé un screenshot, 38K dollars. Et il était juste 2 heures l'après-midi. Ah, mais ça, c'est super, ça. Donc, ça, c'est super. Les gens, ils suivent, ils appliquent et ils chiffrent. Oui, honnêtement. Et puis, il faut le faire. Il ne faut pas se décourager. Je vois beaucoup de gens qui se découragent, ça ne marche pas. Après aussi, les trucs, il m'a arnaqué. Après, honnêtement, je vais le dire, certains pensent qu'il y a une recette miracle, en gros. Moi, quand j'ai commencé l'e-commerce en 2018, avant de chiffrer en 2020, j'étais banqueroute. Mais je bossais tous les jours. Et je faisais en parallèle une thèse de doctorat. À cette époque, je ne sais pas comment je fais. Je partais au boulot. Je revenais vers 18h. 18h, je mangeais 18h, 20h. 18h, 20h, j'avais juste 1 heure. Il fallait que je fasse autre chose. Parce qu'il fallait. Et après, je commence 21h, 21h, 3h. 3h, je dors à 7h, 8h, je suis au boulot. C'était monstre. J'ai fait du burn-out en 2020. Sans le savoir. Parce que comment je sais que j'ai fait du burn-out? Tu as un planning de travail, tu t'assois, tu veux travailler 2 heures de temps et tu rends compte qu'en 2 heures de temps, tu as fait ce que quelqu'un ferait en 10 minutes. Parce que tu as des fuites d'idées. Et là, je te rends compte que j'ai trop surchargé et je suis prêt à faire du burn-out. Et dans un moment, tu te dis, ah tiens, il faut à un certain moment que tu bosses. Après un moment, tu te dis, non, il faut aussi que je me repose. Souvent, on se dit, ah tiens, 2 semaines de vacances, c'est une perte de temps. Non. Mais 2 semaines de vacances, ça te permet de prendre la distance. Bien sûr. Et de comprendre un peu, de redonner de la signification à ce que tu fais. Bien sûr. Parce que l'argent n'est pas que la gratification. Et ça aussi, ça a permis aussi, se déconnecter un peu du gain de l'argent a permis de faire en sorte que mon humeur, elle est restée pareille. Aujourd'hui, je peux te dire que j'ai perdu, si je dis comme on a perdu 90 000 euros, les gens me demandent, comment tu fais pour sourire? Et tu veux que je fasse quoi? Tu veux que je... Qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je meure? Tu veux que je fasse quoi? Ouais, mais ça vient après... En tant que dropshipper, quand t'as fait plein d'années et que t'as eu plein de holds, en vrai, t'as plus de... On m'enlève tout ce que j'ai, je garde le sourire. Ouais, je suis totalement déconnecté. Et puis, je pense que c'est aussi la mentalité d'entrepreneur que tu sais que tu peux gagner et tu peux perdre. Ouais. Et quand tu le sais, tes débuts, c'est très difficile parce que tu le portes à cœur, tu le vis mal et tout ça.
Mais aujourd'hui, c'est ah oui, on a fait ça, on a fait telle erreur, ok, c'est quoi le next step? Mhm. Et là, ça n'a aucune influence, honnêtement, sur ma vie. Si aujourd'hui, on me dit Shopify a sauté mes 14 boutiques, je sais pas trop, je leur dirais il faut que demain, on relance une. Il faut que ça reparte demain. Réunion, on va travailler cette nuit. Et on va travailler cette nuit et on va relancer une autre. Et ça, honnêtement, il faut le faire. Il faut avoir cet esprit. En fait, beaucoup n'ont pas cet esprit, surtout quand ils commencent. Ils espèrent que ça va arriver le plus vite possible, sans embûches. Et que si les embûches sont petites, ça va encore. Mais si elles sont trop grandes, c'est mort. Et je ne fais pas de coaching en général, mais j'en ai quand même pris 1 ou 2, 3. Et moi, lors du premier call de coaching, il y a une chose que je dis vraiment à mes apprenants. Je sais que tu as échoué. Et ce n'est pas la fin, tu vas encore échouer. Même avec moi, tu vas échouer. Mais je suis là pour te permettre qu'en échouant, tu aies les bonnes bases pour réussir. Mhm. Parce que, honnêtement, tu vas lancer des produits peut-être avec moi. Le premier ne va pas marcher, le deuxième ne va pas marcher. Mais c'est ton état d'esprit et la valeur que je te donne qui va te permettre d'aller de l'avant. Si tu es ici parce que tu te dis qu'à mon premier produit, ça va marcher et tout, mec, tu n'es pas au bon endroit. Je préfère qu'on arrête. Ah bah, ça change. Lance ta boutique rentable en 30 jours. Moi, tu poses les bases direct. Pas Non, comme les- mais c'est 30 jours. Mais en 30 jours, tu peux lancer une boutique rentable. Oui, oui, non, mais Ce qui devrait être, pour moi, ce serait pose ton mindset. C'est-à-dire, travaille ton mindset en 30 jours Oui, pour réussir toute ta vie. oui, Ça oui. serait ça la meilleure Justement. formation. Justement. Mais quand tu lui dis ça au mec, tu lui dis qu'il faudra que tu taffes. Parce qu'en général, les gens, ils arrivent se dire ah ouais, le mec, il a une baguette magique. Après, on m'a dit j'ai écrit à Nico, il met 2 heures avant de répondre, il met 3 heures, il n'est pas concentré, tout ça. Oui, mais mec, lui aussi, il a une vie. Et il a un temps qui t'est dédié. Même s'il répond tout le temps, il faut savoir que vous pouvez lancer 1, 2, 3, 4, 5 produits et puis ça échoue. Si moi, je dis que j'ai fait banqueroute, j'ai dépensé à peu près 18 000 euros par là. Et chaque jour, c'était un peu plus, je prêtais de l'argent, j'ai utilisé la carte crédit de mon frère et tout. À un moment, il m'a dit, ouais, n'utilise plus, parce que chaque fois qu'on cause, tu es tout le temps énervé parce que tu as perdu de l'argent et tout. J'ai passé une période vraiment très, très difficile entre 2018 et 2020. Mais après, un moment, quand tu commences à gagner, tu te dis, ah tiens, ça a valu la peine. Et tout. Moi, je dis, les succès rapides, en général, sont pas très bien. Il te faut du temps, il te faut processer et tout ça. Et après, quand tu processes, ton esprit grandit. Ouais. Tu apprends même l'humilité, tu peux te dire, je peux gagner, je peux perdre, mais qu'est-ce que je fais après, en gros. Honnêtement, moi, j'ai dit tous les formateurs au premier call devraient dire, lève, tu vas échouer. Mhm. Tu vas échouer peut-être le premier, le deuxième produit, ou bien tu vas avoir des résultats, mais on va travailler pour que tu sortes de là. C'est pour ça que tu m'as payé. Et quand tu le dis à quelqu'un, il sait que tu es honnête. Et tu lui dis, voilà mes chiffres, voilà comme ça, comme ça. Souvent, je montre même mes chiffres. Je montre même souvent mon dashboard et tout ça. Je fais des captures, je fais des vidéos. Je dis, voilà ce que je fais actuellement. Voilà mes résultats et tout. Et honnêtement, c'est pas sorcier. Je suis un humain comme toi. c'est mathématique. Et voilà, je suis un humain comme toi. Et si j'arrive à le faire, tu peux le faire. Mais sauf que tu n'as pas le bon process dans la tête. Si tu as le bon process dans la tête, tu vas le faire. Et si tu es ici en te disant à chaque fois, j'ai perdu 100 euros, j'ai perdu 200 euros, parce qu'on a fait un test, si ça n'a pas marché, c'est que tu n'as pas le bon mindset. Parce que je me dis aussi, l'énergie avec laquelle tu travailles, tu l'envoies dans tes activités et on te le redonne positivement. Si tu travailles en mode, ah ouais, j'ai fait ce produit, est-ce que ça va marcher? C'est sûr que ça ne va pas marcher comme l'autre. Alors tu envoies une énergie négative. Et si ça ne marche pas, tu auras le, ah, j'avais dit, encore un autre produit, encore. Mais si tu te dis, non, cette fois-ci, c'est la bonne, vraiment, je vais tout mettre en œuvre pour que ça marche, tu envoies une énergie positive. Et quand ça ne marche, tu te dis, non, la prochaine sera la bonne. Même l'univers dit, je suis en train de taper sur ce mec, mais je vois, il ne se décourage pas. Allez, donnons-lui une gratification. J'ai l'impression que c'est un concept prouvé, ce que tu dis. Et pour moi, c'est prouvé. Je pense que... Enfin, c'est ce que je crois et c'est ce que j'ai expérimenté. C'est ce que beaucoup de personnes ont expérimenté. C'est que tu continues, t'as l'impression qu'au bout d'un moment... Allez. c'est Mais bon. ça, c'est pas... Oui, Mais il faut continuer pour le voir. Oui, l'univers, il te tape dessus, il te dit, ce mec, je vais le briser, Après, il voit, chaque jour, il ne se décourage pas. Après, il dit, ah mec, oh, moi j'abandonne, hein. Allez, tu es gratifié. Et ouais, pour moi, ça marche toujours. Honnêtement, ça marche toujours. Et la vie aussi, je me dis, la vie, c'est comme un tunnel où tu ne vois pas le bout.
Et les meilleures gratifications, c'est généralement là où tu ne vois pas le bout du tunnel. Mhm. Tu es dans un truc où tu espères quelque chose et tu es dans ce tunnel, il fait noir et tu ne vois pas l'autre bout. Et tu as l'impression que tu sortiras jamais et tout. Mais si tu gardes la confiance suffisante pour marcher dans ce tunnel, un jour, tu verras le bout du tunnel. Si je veux faire 20 millions aujourd'hui et je me dis, commence à me dire, je sais exactement quand je vais faire, je sais que je vais passer par toutes les galères. Et je sais que c'est mon tunnel. Et donc, du coup, un jour, je vais sortir du tunnel en me disant, ah tiens, enfin, j'ai fait 20 millions. Et donc, du coup, je serai content. Mais je dois passer par ce tunnel. Si tu vois le bout du tunnel, si tu penses que tu vois le bout du tunnel, alors tes efforts, ils seront, je sais pas comment je vais dire, tu feras des... La vie ne t'enseignera rien. Mais comme tu es dans ce tunnel et que ça te tape de tous les côtés, là, tu prends des leçons. Et ces leçons font en sorte que toi, aujourd'hui, tu peux dire, je me lève, je fais une boutique en 30 jours. Toi, pareil. Parce que tu es passé là, tu as pris toutes ces leçons et tout. Mhm. Et toi, tu vas te dire, je peux tester 30 produits par jour, 30 produits ou bien 40 produits par mois, et je sors avec un winner. Mais le mec qui n'est pas passé par toutes ces leçons, chaque produit pour lui, c'est une douleur émotionnelle qui est forte. Il faut qu'il s'en débarrasse. Mhm. On sait un peu ça. Très beau. Je valide 100%. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va balancer de la value. Donc, ce qu'on fait à tous les podcasts, ceux qui regardent le savent, et c'est un moment qu'ils préfèrent, c'est qu'on va venir balancer de la value, donc quelque chose qu'on pense qui est très valuable, ou une insight, un truc qu'on a appris récemment, qu'on aimerait repartager. Donc là, qu'est-ce que tu aurais à partager aujourd'hui? Tu as quelque chose qui te vient en tête ou toi? Moi, j'ai quelque chose qui va aider un peu les personnes à tous les niveaux. Je sais que beaucoup de personnes, en fait, clashent le fait de chiffrer sur les marchés inexploités. Mais en réalité, quand on débute et qu'on n'a pas forcément un énorme capital, ce qui est smart de faire, c'est de jouer avec les unfair advantage qu'on peut avoir pour avoir notre premier cash et ensuite lancer soit une brand ou soit lancer un monoproduit ou soit vraiment se lancer avec quelque chose de sérieux. Bah, au début, faire du cash sur des unfair advantage qu'on peut avoir, c'est banger. Et faut savoir qu'il n'y a pas que le marché français pour chiffrer. Il n'y a pas que les gros marchés. Il y a plein de petits marchés où on peut faire beaucoup d'argent. Je pense au Canada, où on a fait beaucoup d'argent avec mes équipes, notamment le Canada francophone, qui est très peu exploité par la masse des e-commerçants. Et ça, c'est vraiment un marché qui est intéressant. Et ce qui est bien avec le Canada, c'est que souvent, on peut reprendre les choses on a des US, genre du fashion qui tourne aux US, on lance au Canada FR, et ça fonctionne. Beaucoup moins de concurrence qu'aux US, par exemple. Pareil pour le marché suisse. On a fait pas mal d'argent avec mes équipes. D'autres marchés comme ça, on a aussi tout ce qui est Luxembourg, Belgique. C'est des pays qui ne sont pas forcément ciblés par les dropshippers quand ils ciblent la France. Et quand vous ciblez la France, veillez bien à cibler ces pays-là parce que ça peut vous ramener beaucoup d'argent, en tout cas à vos débuts. Et pas toute la concurrence cible ça. Donc ça, c'est des marchés qui sont intéressants aussi. Les pays nordiques, c'est vraiment, vraiment intéressant pour faire vos premiers cash. L'Espagne aussi, elle est très peu ciblée par la majeure partie des personnes. Et quand vous avez un produit mainstream, l'Espagne, j'ai eu beaucoup de succès avec ça. Donc voilà, pas hésiter avec... 100%, ouais. Moi, j'ai tourné à 10 KD sur le Cambodge. C'est le Cambodge. Non, c'est juste pour... On va le mettre... Non, pas le Cambodge. Mais on le mettra peut-être en intro, comme ça, les gens regarderont, ceux qui regardent... Non, pas le Cambodge quand même, mais il y a beaucoup de pays. Le Japon, on a testé le Japon, on était break-even. Après, c'était juste très complexe. Mais en fait, il y a plein de pays sous-exploités, on va dire, que ça peut être très, très intéressant si on veut faire de l'argent. Après, si on veut scaler à un certain niveau, il faut aller dans des pays où c'est que le TAM est énorme, comme les US. C'est pour ça que maintenant, on fait quasiment que US. Mais à l'époque, moi, j'ai fait tous ces marchés-là. Nordique, je pense aussi l'Israël. Sud-Afrique, Israël est très intéressant aussi. Il y a des grosses marques en Israël. Oui, Israël, je pense que je connais des gens qui chiffrent beaucoup en Israël et tout. En Afrique du Sud aussi. Ouais. Sur du fashion, ça marche bien. Quel autre pays encore? Il y a beaucoup de pays, honnêtement, que voilà, si les gens peuvent chercher et puis y aller. La Pologne aussi, on m'a parlé de la Pologne aussi. La Pologne est bien. On a dû faire 500K, je pense. Et la Pologne aussi est bien. Quel autre marché? La Pologne, par contre, il n'y a presque personne. La Pologne, il y a très peu de personnes et tout.
Mais la Pologne, quelqu'un peut chiffrer. Euh, Les Pays-Bas aussi, c'est pas mal. Pays-Bas, Mm. oui, Pays-Bas avec Molly et tout ça. Mais il faut avoir, ça s'appelle comment là? Idil? Idil. Il y avait Idil et tout, ça marche bien. Je crois que Idil, c'est seulement pas Molly et pas Ewalex. Mm. Bon, c'est vrai qu'il y a d'autres procédés. Il y Il a y a le Mexique. Le Mexique est très bien. Et il y a un marché énorme que là, on veut attaquer. C'est le Brésil. Le Brésil, c'est un marché. Ouais, le Brésil aussi, je C'est crois. les chiffres qui Mais il te qui faut sont là-bas. Boleto, non? Ouais, il faut Boleto, c'est ça. En fait, juste le truc qu'on doit passer, c'est ça. Trouver Oui. Boleto. Donc, si vous avez une solution pour Boleto, Boleto, à l'époque, Mettez un commentaire ou en contactez-nous. 2019, je crois qu'il y avait une entreprise qui s'appelait Ibans. Ah, E-Banks, ouais. Ibans et tout. mais Ça existe existe toujours, encore. ça. Et je crois que ça existe toujours. Ouais. Ibans et tout. Et je crois qu'ils avaient tous les procès de paiement en Amérique du Sud. Ok. Oui. Mais je crois qu'il te fallait de la trésorerie. Mais c'était en 2019 par là. Je pense que peut-être ils ont des conditions un peu plus souples, quoi. Ok. Mais avec Ibans, je pense que ça pourrait donner, quoi. Après, à défaut, je crois qu'on va voir. Je vais essayer de regarder dans mon réseau si je peux avoir un contact qui peut avoir Boleto ou bien qui va en Amérique du Sud. Je pense qu'on pourrait trouver. Sans souci, quoi. En gros. C'est ça la puissance du réseau, mais aussi la puissance des procédures de paiement. Comme on l'a dit au début du podcast, on a peut-être parlé pendant 15 minutes que de procédures de paiement. Il faut se rendre compte, une fois qu'on scale, surtout sur du fashion, bah, que c'est ce qu'il y a de plus valuable de ce qu'on a dit Mm. Oui, pour moi de ce podcast. Et vraiment, on a des pays où quand on a un processeur de paiement en plus, c'est juste game changer. Par exemple, en Espagne, quand vous avez le paiement à la livraison, je crois que c'est ça, hein, C'est en Espagne ou bien en Italie? comment ça s'appelle Les deux. Cash and delivery. Oh. Cash on delivery. Ça s'appelle voilà, le cash on delivery. Mhm. Quand vous avez cette option-là, donc généralement il faut du stock, Mhm. vous faites x3, x4 sur le chiffre d'affaires. Mhm. Et donc, ça peut être quelque chose de smart. Quand vous avez un petit peu d'argent de côté, vous allez prendre un produit qui est mainstream, qui surperforme les statistiques sur tous les logiciels de spy. Vous allez en faire un peu de stock, soit en Espagne, soit en Italie, soit dans les pays nordiques, parce que dans les pays nordiques aussi, le paiement à la livraison, il est bien aimé. Mhm. Et même en Suisse, hein, le paiement à la facture, ça fait x3 sur le chiffre d'affaires. Vous allez faire un petit peu de stock et vous pouvez faire beaucoup de cash. Je connais beaucoup de personnes qui font beaucoup d'argent comme ça. Mhm. Et ensuite, vous allez avoir du cash pour lancer encore plus. Donc ça, c'est ma petite value. Ouais. Bon, mon procès de paiement, j'en avais déjà parlé. Honnêtement, j'ai fait presque tous les procès de paiement et tout. Même Ibans, à l'époque. Ouais. Mais honnêtement, je suis resté sur du Hong Kong et j'arrive à être satisfait, quoi. Donc, Ewalex, PayPal. C'est vrai qu'il y a un autre processeur de paiement là qui s'appelle comment Mooney aussi. Mooney, mais bon. Mooney, honnêtement, je ne recommande pas trop. Bon, je ne recommande pas trop parce que vraiment, tu n'as pas le contrôle total. Mais je vous dirais Ewalex et PayPal et aussi une société à Hong Kong. Ça aussi, c'est facile à créer, quoi. Mhm. Donc, là aussi, honnêtement, s'il y a des soucis pour avoir des insiders et tout ça, honnêtement, je peux gérer. Et aussi, pourquoi PayPal? PayPal, pour ceux qui font du gros volume, il faut savoir comment répondre aux litiges et tout ça. Et ça, honnêtement, c'est... En principe, il y a un seul principe de base sur PayPal, c'est que PayPal veut savoir si tu as un business honnête et que tu livres à temps et que les clients ne sont pas insatisfaits. Donc, si dans toutes ces phrases-là, tu arrives à sortir tous tes problèmes, tu les résous. Aussi simple que ça, tu ne te feras pas panne. Si tu livres à temps, il faudrait juste que sur ton site internet, tu installes une application qui va uploader les numéros de suivi et tout. Tu utilises SyncTrack? C'est pas mal ça. Ouais, je sais plus trop. C'est Trackipal que j'utilise. Ouais, c'est l'autre. Trackipal, oui, j'utilise Trackipal et tout. Et quand je dis qu'il livre à temps et que tu as un business legit, ça veut dire qu'il va te demander les factures de fournisseurs. Il va falloir que tu les fournisses et tout, et les numéros de suivi. Et que, j'ai dit que l'autre, c'est quoi? Et que tes clients sont satisfaits. Il faudrait, pour que les clients soient satisfaits, moi je le dis toujours, et ça c'est un truc qu'on fait toujours, il faudrait toujours négocier en amont avant que le client ouvre le litige pour lui offrir soit 30, 20, 30, 40 ou 50% de remboursement sur sa commande, ou bien le total, avant qu'il ne vienne ouvrir le litige sur PayPal, quoi. En général, chez nous, ce qui marche bien, c'est 50% de remboursement, quoi. La plupart, 90% des clients acceptent 50% de remboursement. Et dans les 50% de remboursement, en général,
Si tu arrives à bien décomposer tes stats et que tu sais, par exemple, que ma pub me coûte 30%, ma pub me coûte 35%, mon produit me coûte 35%, et que je suis à 30% de marge, quand tu rembourses 50%, en gros, tu as juste perdu une partie du produit. En général, voilà, le calcul est bien. Sur 100 euros, tu as 35 euros de pub, tu as 35 euros de coût produit et tu as 30 euros de bénéfice. Quand tu rembourses 50 euros, ça veut dire que tu as perdu 20 euros. Parce que 35 euros de pub et 35 euros de coût produit, ça te fait 70 euros. Ouais. Donc quand tu rembourses 50 euros, ça veut dire que tu as perdu 20 euros. Tout simplement. Non, mais moi, ce que je voulais dire, c'est. C'est juste le calcul. Hein. Oui, Tu as perdu 20 euros. Ouais, c'est Mais ça. psychologiquement, tu penses que tu as perdu 500 euros. Ouais. Mais tu as perdu 20 euros. Et du coup, ça, vous le faites sur tous les gens qui commencent à vous écrire? Oui, et généralement, on a une autre stratégie, c'est que quand on a un client, premier client qui nous écrit, on a dans le chat GPT, on dit à chat GPT d'être le plus courtois, le plus empathique possible et tout. Et il répond donc avec de l'empathie et tout. Et donc, en général, souvent les clients disent oui, on a compris et tout ça. Bref, voilà quoi. Pour ceux qui veulent les remboursements, qu'est-ce qu'on fait? C'est que on va faire un premier mail, une première proposition et tout. Oui, on vous comprend, tout ça. 30%. 30% s'ils ne sont pas d'accord. En fonction du ton avec le ton. Bon, on ne lit pas le ton. En fonction de la manière avec laquelle il écrit, on peut directement passer à du 50%. Et quand on passe à du 50%, en général, ils arrivent à accepter. Et on évalue déjà. Et pour moi aussi, ça aussi, c'est ce qu'on fait. À plus de 3 emails avec un client, à partir du 3e email, on doit trancher le problème. À plus de 3 emails, ça devient trop long. Ça veut dire que mes gars ne savent pas ce qu'ils font. Premier email, on évalue la situation. Deuxième email, quand on répond au premier email, en fonction de comment on évalue la situation, on lui fait une première proposition. Deuxième email, est-ce que le client il est réactif à la proposition qu'on lui a faite, oui ou non? Il n'est pas réactif, on lui fait une deuxième proposition. Il répond au deuxième email. Si au deuxième email, on voit qu'il est encore super énervé, on lui rembourse. En fonction de ça, soit on va lui faire 50%, soit on va lui rembourser totalement. Et on sort de là en 3 emails. Des trucs où je vois 4-5 emails, pour moi, généralement, je dis à mes équipes, on n'est pas là pour, on n'est pas là pour gagner à la petite marge. Le client, il est insatisfait, on le rembourse. Aussi simple que ça. Ça nous coûte du temps. Le temps que tu mets pour faire tout ça, tu aurais répondu à d'autres mails. Et après, ça va aller au litige. Après, les gens qui gèrent le litige, ils vont devoir s'y coller. Maintenant, si tu évalues chaque employé et que tu as un montant, un taux horaire que tu lui payes, plus ça part du département en département, plus tu associes les taux horaires. Et donc, du coup, ça te coûte un peu plus cher. Ouais, c'est un peu ça. Top. Toi, Moi, que je pourrais partager, un truc ultra important, et c'est pour revenir un peu aux bases, c'est que on oublie que dans notre cerveau, on a un système qui s'appelle un système d'activation réticulaire. C'est une partie de notre cerveau qui permet de filtrer surtout ce qu'on voit, parce qu'on voit des millions de signaux, et ça se concentre sur ce qu'on dit à notre cerveau de se concentrer. Et la meilleure manière de lui dire sur quoi se concentrer, c'est ce qu'on pense. C'est-à-dire, tout ce qu'on va venir penser durant le plus de temps durant la journée, c'est ce qu'on va venir attirer. Du coup, l'erreur que font beaucoup de personnes, c'est qu'ils n'ont pas d'objectif. C'est-à-dire, ils n'ont pas des objectifs clairs et ils ne donnent pas des indications à leur cerveau où aller. C'est-à-dire que c'est comme si tu rentres dans un taxi et toi, tu veux être riche et tu veux le taxi, va par là, va par là, va par là. Tandis que si tu sais exactement qu'est-ce que tu veux, tu vas pouvoir y arriver très rapidement. Et un truc très simple à faire, qui a été confirmé dans beaucoup de livres, c'est juste chaque jour, sur un petit carnet, d'écrire tes goals, c'est-à-dire tes objectifs accomplis. C'est-à-dire tu vas venir noter, il y a avec des 3 P, je crois, en français, je ne sais pas si ça joue, positive, personnel et présent. C'est-à-dire tu vas, à place de mettre je veux une maison, tu vas mettre j'habite dans ma maison de mes rêves. C'est quelque chose de personnel, parce qu'il n'y a que toi qui peut donner des indications je, donc pour ton cerveau c'est clair. Au présent, c'est-à-dire j'habite, et positif. Tu vas pas dire j'habite pas dans un bidonville, parce que pour son cerveau il va visualiser le bidonville. Donc c'est un truc tout bête, chaque jour de noter tes objectifs et le lendemain de renoter. Et à chaque fois tu vas venir affiner ou peut-être changer, mais tu regardes pas tes objectifs, puis après une fois que tu les atteins, tu sauras que tu les atteins, parce que chaque jour en fait, enfin une fois que tu les atteins, tu sauras que tu les atteins parce que tu les sais. Mais chaque jour, en fait, tu rafraîchis à ton cerveau, tu dis la direction. Puis toutes tes tâches ensuite que tu vas faire durant la journée, ça va venir découler de ça. Et c'est quelque chose de base qu'on apprend
en loi d'attraction, mais qui est trop sous-côté. Et moi, je le faisais et j'avais arrêté de le faire. Et là, j'ai repris et c'est juste game changer. T'affines, ok. Et en fait, il y a tout qui se met dans ta journée, dans ta vie pour ces objectifs-là. Et du coup, ouais, parce que c'est vrai qu'avec la loi d'attraction, tu vois, tu le fais une fois. Ouais. Et après, c'est fait, entre guillemets. T'as pas à le refaire. Et le fait de le refaire tout le temps, ça, c'est banger. Mais du coup, tu le fais quand tu fais après Chaque matin. chaque matin. Ok. En règle générale, tu pourrais le faire plusieurs fois dans la journée si tu veux, mais chaque matin et après, durant la journée, essayer d'y penser. C'est-à-dire, essayer de, ok, ben, peut-être quand t'es en voiture, essayer de penser à ton objectif, comme si tu l'avais déjà atteint. Ouais. Tu vois, plus tu vas pouvoir mettre d'émotions et de pensée sur la version que tu veux obtenir, plus tu vas venir l'attirer rapidement. Mais c'est quoi concrètement, comment tu peux mettre ça en place? Genre en mode, c'est long, c'est genre très long ce que tu écris? Les objectifs, non. Ouais. Ok. C'est là 3-4 objectifs principaux liés Ok. au business, liés personnel, liés au sport par exemple. Ok. Simplement, tu mets ton résultat idéal que tu veux obtenir. Tu le visualises aussi quand tu l'écris. Tu le fais manuellement avec, Manuellement, ouais. écrit? Moi, Ok. je préfère écrire manuellement parce que je crois que ça active les 2 hémisphères du Ouais. cerveau et Mhm. c'est mieux. Et voilà. Puis après tu vois que dès que tu commences à faire cet exercice, gentiment dans ta vie, tu auras des signaux, tu auras des trucs parce que ton Bien cerveau sûr. va venir filtrer Ok, parce par rapport qu'il- à ça. Bien sûr, bah, c'est la loi d'attraction aussi. Ouais, Ouais, c'est ouais. extra- Ça, c'est ultra Ouais, puissant. moi, c'est ultra puissant et tout. Et je pense que j'avais fait aussi en 2019 par là, quoi. Tu vois, mais tous ceux qui réussissent, ils l'ont fait Je l'avais inconsciemment. fait, je m'étais dit tout le temps que je vais vivre de mon business, je vais vivre du e-commerce et tout. Mm. Et même malgré les périodes, souvent tu as des périodes de tumulte et tout, tu gardes la foi. Mhm. Parce que c'est parce que tu as la foi qu'au final, tu arrives à mettre les choses en place, quoi. Et quand tu l'écris et que tu le visualises et que tu as une extrême confidence en ce que tu vas faire, ça peut prendre tout le temps que ça va prendre. Tu peux passer par beaucoup de choses, ou bien ça peut arriver comme ça, mais tu finiras toujours par la voir. Moi, je suis extrêmement convaincu que si tu te dis intérieurement, comme je l'ai dit avec les trucs de 20 millions, que je vais le faire, et que tu n'as aucun doute dans ta tête, tu vas le faire. Mhm. Même si tu as l'impression que ça n'arrive pas, que tu ne vois pas comment ça arrive, ça vient un moment, tout va se mettre en place, comme tu as dit. Et tu vas te dire, ah tiens, j'étais en formation pendant tout le temps d'attente. Ouais. Et là, maintenant, je suis prêt, tout se met en place et puis ça avance, quoi. Honnêtement, il faut garder la foi. Ouais, 100%. Il faut garder la foi. C'est un peu la même chose quand tu quittes ton job, quoi. Quand tu quittes ton job, tu as cette crainte de te dire que comment est-ce que je vais faire pour vivre chaque mois? Mhm. Et donc, du coup, le premier mois, tu arrives à payer tes charges. Deuxième mois, tu arrives. Et après, ça devient totalement naturel et tu arrives à vivre. Et donc, souvent, à un certain moment, il faut se laisser, comme tu dis, se laisser guider par l'univers. Mhm. Et ça marche. Je suis 100% d'accord avec toi. En gros. Ouais. Tout. Par contre, ce que je vais rajouter, ça ne va pas dans ce cadre-là. Ça parle plus de la gestion d'équipe. Moi, ce que j'ai fait, avant, quand j'arrivais au bureau, j'avais une to-do list qui était extrêmement longue. Maintenant, j'ai une to-do list de 4 choses importantes. Et ces 4 choses-là, je peux les gérer en 30 minutes et c'est bon pour moi. Tout le reste, c'est du bonus. Je peux les gérer en 2 heures et c'est bon pour moi. Je peux les gérer en 3 heures et c'est bon pour moi. Donc, une fois que j'ai coché ces 4 points, même si j'ai une longue liste, je peux dire je renvoie demain. Pourquoi? Parce qu'il y a des priorités ultra importantes. Ça peut attendre. Et donc, du coup, avec ça, je me suis rendu compte que j'étais plus productif que de vouloir faire une to-do list de 10 trucs, quoi. Mhm. Parce que je faisais juste ce qui a de l'impact. Ouais. Le plus gros impact sur le moment. Et ça marche de ouf. Ouais, 100%. Pareil, tous les jours, j'ai ma petite to-do list jaune et je mets 3 points à faire que je suis obligé de le faire et 3 habitudes aussi. Et si j'ai fait ces 3 tâches, la journée, elle est réussie. Et c'est là qu'on voit qu'en fait, il faut surtout ne pas être distrait et juste faire le plus important. Et ensuite, c'est du bonus, comme tu as dit, c'est banger. Moi, je prépare tous les soirs mes 3 tâches du lendemain. Et c'est vrai que ça change tout. C'est vrai qu'à l'époque aussi, à mes débuts, j'avais des longues listes à n'en plus finir. tu fais. Et en réalité, quand tu fais moins, mais tu le fais plus préparé, bah, tu fais plus d'argent. Enfin, tu fais plus de productivité et tout. Donc, Après, il y a aussi une autre question que je te pose. Quand tu fais ta liste, est-ce que c'est à moi de faire ça? Ouais. 100%. Et quand je te pose cette question, tu commences à réduire. Ah non, ça, c'est pas moi. Ah tiens, ça, il peut donner à tel, tiens. Ouais. Et donc, du coup,
tu délègues une grosse partie et tu restes uniquement sur les tâches que c'est à toi Bien de sûr. faire. Et ça te libère un temps fou. Quoi. Ouais, souvent, nous, en tant que, on va dire, solopreneur, on a tous commencé en tant que solopreneur, Oui. parce qu'on était seul, Justement. on s'est habitué à tout faire. Justement. C'est-à-dire qu'après, quand on continue, le problème, c'est que on sait plus que là, c'est pas nos fonctions. Bien sûr. Donc, un conseil que j'ai donné dans une dernière vidéo, c'était de définir les rôles qu'on a actuellement dans l'entreprise. Peut-être que tu es encore copywriter, peut-être que tu es encore créatif stratégiste. Et de te mettre comme un employé et ces tâches, bah, quand tu mets tes tâches, de voir, ok, bah ça rentre dans mon rôle. Non, ça rentre à lui. Ok, ça peut être facilement délégable. Oui, non. Ok, oui, c'est facilement délégable direct. Non, bah ça prend un peu plus de temps. Je vais le planifier à le déléguer. Justement. Et une fois que tu définis clairement ça, bah, tu vas venir éliminer toutes les autres choses que tu aurais fait par automation. Ouais, mais ça, faut le faire très rapidement. Et c'est pour ça que c'est important de Ouais, très rapidement, dès que tu peux le permettre de déléguer. Oui. Mais au départ, c'est pas si mauvais de faire un peu tout, tu vois, de tout comprendre. Ouais. Pour les débutants, honnêtement, je pense que les débutants devraient savoir faire au moins presque tout Ouais. avant de déléguer. Parce Moi, que typiquement, je sais pas faire le SAV. Hein. Je vous le dis. Mais est-ce que ton SAV, c'est le top SAV? Moi, mon SAV, vas-y, parle. On peut faire ça. J'ai une agence, tu vois. Moi, pareil, j'avais le même problème pour le SAV, parce que pareil, le SAV, je savais rien. On me demandait, t'as combien de pourcents de retour? Je dis, oh, je sais pas. Tu renvoies tes produits, je dis, on renvoie pas. Et au bout d'un moment, c'est encore mon problème, hein, c'est que je suis pas du tout impliqué sur le SAV. Alors, mais je sais que ça va pas être le secteur qui va exceller. Parce que je suis pas focus dedans. Parce qu'au bout d'un moment, bah, si t'as pas. Oui, mais si tu recrutes quelqu'un qui est expert là-dedans et qui te coach, bah, tu vois, c'est ça que oui, je veux bien dire. sûr, bien sûr. Moi, le SAV, la dernière fois que je l'ai fait, que j'ai répondu au mail, honnêtement, que j'ai ouvert un mail dans ma boîte, c'est en 2020. Mais par contre, parce que mon associé Anderson, lui, il s'occupe, il fait les réunions et tout ça. Et moi, en général, sur le SAV, je pose beaucoup de questions stratégiques. Quel est le nombre de mails qu'on a sur la journée? Quel est le nombre sur tel produit, quel est le nombre de mails qu'on a, de plaintes et tout? Quel est le nombre de commandes qu'on a? Donc, je vais diviser le nombre de mails par le nombre de commandes et j'ai à peu près le pourcentage de plaintes. En gros. Et là, on a un taux qui est à peu près de 5%. Si on a 5% de plaintes sur un produit, alors il faut revoir. Il faut essayer de savoir. Et puis, je vais poser, OK, sur ce produit-là, on me donne, si c'est la fashion, les plaintes sont axées sur quoi? Est-ce que c'est la qualité? Est-ce que c'est la taille? Donc, avec ces métriques-là, pour moi, je sais comment travailler, quoi. Donc, j'ai toujours les métriques et tout que je vais poser comme question. Je n'ai pas besoin de regarder à l'intérieur, quoi. Dernièrement, on a eu un problème sur PayPal où on avait notre taux de litige qui a augmenté. Et donc, du coup, j'ai fait la réunion avec mes gens. Je leur ai posé une question. Quelles sont les plaintes qu'on a régulièrement? Ils m'ont dit c'était au niveau de la qualité. Et puis, j'ai posé une autre question de savoir est-ce qu'on leur propose des pourcentages et tout? Ils m'ont dit oui. Et souvent, beaucoup refusent. Je demande est-ce que ces gens-là écrivent au SAV? Ils m'ont dit oui. Parce que c'est deux départements totalement différents. Ils m'ont dit oui, ils écrivent au SAV et tout. Je leur ai posé la question c'est combien de mails ils échangent avec le SAV? On m'a dit à peu près 3 ou 4. J'ai dit non, à partir d'aujourd'hui, c'est 2. Pourquoi? Parce qu'il faut que ça descende. Et c'est comme ça que j'arrive à gérer mon taux de litige. Parce que je vais donner les directions. À partir de tel produit, chaque fois qu'on écrit là-bas, 50% de réduction. Et là, ça fait moins de litiges en amont et j'arrive à baisser. Et ça, c'est la gestion. Il faut juste poser les bonnes questions, quoi. Ouais. SAV, c'est important. Mais SAV, moi, l'erreur, parce qu'en fait, dès que j'ai commencé à faire de l'argent en e-commerce, en fait, les SAV, j'ai jamais fait. Clairement, j'ai jamais fait et c'est pendant longtemps. C'est la partie du business, même maintenant, je pense encore qui a moins évolué. Oui. Parce que justement, je l'avais jamais fait. Je sais même pas comment répondre à des mails. Dès le départ, j'ai dit non, ça jamais je ferai. Donc, mais pareil, je pense que c'est bien de le faire quand même. Ok. C'est bien de le faire, mais rapidement de le déléguer. Et quand vous le faites, il faut faire un loom, il faut expliquer comment vous faites. Tu dois déléguer. Et aujourd'hui, avec l'IA, le SAV... Mais tu dois déléguer, mais il y a des informations essentielles que tu dois ressortir de ton SAV. Bien sûr. SAV, non, c'est mais pas c'est juste super important. Oui, non, mais... Surtout pour les brands. Mais oui, quand tu fais une marque, attention, hein, je connais le SAV, mais quand tu fais une marque, au début, tu vois les feedbacks clients et tout, ça aide énormément, c'est sûr. Après, on oublie que le SAV, c'est un peu comme le marketing, c'est un peu comme l'acquisition, simplement. Le client, il a un objectif. Toi, tu veux que son objectif, c'est de le satisfaire. Donc, tu dois c'est comme pour une ads. C'est-à-dire, tu vas le faire passer certains trucs pour qu'à la fin, il soit satisfait. Peu importe qu'il ait un problème, peu importe qu'il a si.
tu dois le faire en sorte qu'il se fasse comprendre et que lui se sente gagnant par rapport à toi. Après, je pense que tu te doutes bien que le SAV, par exemple, de Shine ou Temu, il est différent que celui de... Bah, peut-être Apple, ils sont embêtants, mais je veux dire que les brands luxueuses, etc. Euh, et c'est pour ça que j'ai pas mis autant de focus, parce que moi, j'ai beaucoup fait du fashion. Et là, j'ai rentré dans les marques là, depuis bientôt 1 an. Et quand tu es dans une marque, bah oui, le SAV, faut que ça soit premium, tu vois. Mais moi, ça a toujours été genre en mode fashion, remboursement, et je pensais que comme ça. Et c'est pour ça que j'ai pas mis autant de focus, mais maintenant que j'ai une brand luxueuse, bah voilà, il faut avoir un SAV luxueux. Donc, Ouais, naturellement. Moi, le SAV, il faut juste pouvoir poser les bonnes questions. Et c'est important. C'est important. Des fois aussi, je peux écrire à mon SAV, je dis, OK, est-ce que vous avez des photos des retours clients et tout? Ils me disent oui. Je dis, je veux les photos, je veux les voir. Parce que je veux voir si mon agent utilise vraiment le packaging que j'ai demandé. Et souvent, dans les retours, je peux voir ça. Et là, quand j'ai le call avec mon agent, je lui dis, tiens, mec, telle chose, il faut changer. Parce que souvent, le problème, c'est qu'on se dit, OK, bon, ça, c'est pour des gens qui chiffrent. Que le SAV, c'est juste pour répondre aux trucs et tout ça. Mais un petit détail peut te faire sauter ton procédé de paiement. Surtout au niveau du fournisseur. Parce que pour lui, le fournisseur, il va dire, ah ouais, tiens, tel article, il a rupture de stock, on change, je m'en vais, je vais dans telle usine prendre autre chose. Et il commence à l'envoyer. Et quand il commence à l'envoyer, tu vas voir que sur la semaine-ci, tu avais un produit qui avait moins de réclamations, mais sur la semaine prochaine, ça a changé. Et donc, du coup, quand ça change, je me pose la question, qu'est-ce qui a changé? Et c'est pour ça que je pose, est-ce que c'est la qualité? Est-ce que c'est la taille? Et quand on me dit c'est la qualité, je vais dire au fournisseur, entre les 2 semaines, s'il y a quelque chose qui s'est passé, dis-moi quoi. Et ça c'est un gros problème. Et c'est ce qu'ils font, Oui. beaucoup de Chinois font. C'est que tu scales. Et c'est bon au niveau des stocks, c'est bon. Et puis il va sourcer c'est d'autres usines, c'est qu'il a pas vérifié la qualité. Oui. Et là, tu le remarques. Et donc, du coup, quand en général, il veut te dire, ah non, tu dis, OK, voilà mes stats, voilà les plaintes, c'est anormal. Dis-moi ce qui s'est passé après, il finit par te dire la vérité. Parce que là, tu analyses tes data. Justement, donc c'est un peu ça. c'est quoi tes conseils pour avoir un bon fournisseur? Les contacts aussi, le réseau? Le réseau, oui, mais il doit pas être moins cher. Nous, on a essayé beaucoup de moins cher, mais ça marche Pareil, pas. Pour des gros volumes, tu dois avoir quelqu'un qui a une grosse équipe, une bonne équipe, quelqu'un qui peut gérer vraiment du gros volume et tout. Et aussi, en dehors de ça, tu dois avoir quelqu'un. Moi, mon fournisseur, en général, je le paye après 15 jours, déjà après 2 semaines. Donc, il peut processer tout, je le paye après 2 semaines. Et là, pendant le Q4, on peut aller jusqu'à 200 000 € de facture impayée. Et ça, c'est un game changer. Et ça, c'est possible de faire avec le fournisseur. Ça, avant, je ne savais pas. Et justement, Lucas m'a dit, moi, je paye après 30 jours. Et ça te fait un cash flow énorme. Ouais, bien sûr. Puis après, au moment quand tu scales, c'est un jeu de cash flow. Donc tout ça, c'est le genre de truc qu'il faut optimiser. Ouais. D'autant plus quand tu as une marque et du stock. Justement. On était au mastermind d'un Américain fait de toff. Et il y avait un intervenant qui a partagé un Flexi, ça s'appelle, ou un moyen. Plastique, ouais, il y a pas mal de. Il y a un moyen de justement une entreprise qui vient payer à ta place les factures fournisseurs pour que tu aies plus de délai de paiement. Et c'est game changer quand tu scales. Ouais, naturellement. Et moi, ça, honnêtement, c'est un truc que je ne connaissais pas au début. Et on avait beaucoup de problématiques de cash flow. Mais maintenant, ça va, quoi. Après aussi, un bon fournisseur doit être réactif. Il doit être vraiment réactif et tout. Il doit comprendre quels sont vos besoins. Et des fois aussi, il doit pouvoir vous dire non. Parce que souvent, certains fournisseurs ne disent pas non. Ça veut dire, lui, il va te dire, la qualité du produit que j'ai trouvé, s'il n'est pas bon, voilà le prix, mais je ne peux vendre ça, je ne livre pas. Et ça, quand tu as ce genre de fournisseur, tu sais qu'il prend soin de ton business, quoi. Il va te dire que ça, on ne vend plus. C'est là où je prenais, c'est en rupture de stock et tout. Et voilà, j'ai un autre fournisseur, mais ce n'est pas la bonne qualité, arrêtons de vendre. Souvent, certains fournisseurs ne le font pas. Ouais. Et donc, c'est pour ça que je dis que ce n'est pas qu'une question de prix, parce qu'après, ça va coûter cher. Parce que généralement, la plupart se disent non, lui, il est moins cher, lui, il est comme ça. Mais si lui, il est plus d'euros, on demande plus d'euros sur ton prix. Et tu vas toujours le vendre.
En gros, si tu sais comment le vendre, si tu as la bonne offre marketing, tu vas toujours le vendre. Donc, du coup, en général, nous, on a un fournisseur aujourd'hui qui, je vais dire ses prix, nous, on en a trouvé moins cher. Mais honnêtement, on est resté avec le même fournisseur aussi pour construire aussi. L'autre point aussi, c'est qu'il faut construire le long terme. Avoir la personne avec qui vous grandissez, il y a toujours plus d'assurance. Mhm. Au lieu de passer d'un à l'autre, parce qu'on veut maximiser les marges, et puis après, tu n'arrives pas à faire quelque chose de solide, quoi. En gros, non, pour moi, c'est ça le conseil sur le fournisseur. Avec le fournisseur aussi, on a des contrats, et ça aussi, on le fait moins, mais avec les fournisseurs, tu as des contrats où il a la responsabilité, genre sur 30 jours. En fait, sur 30 jours, et on a un contrat, par exemple, qui doit, tout retour, c'est à ses frais. Il est responsable de la qualité du produit et tout. Donc, s'il y a un problème sur la qualité, on renvoie à ses frais. Il est responsable de... On met le thème de paiement, comme je t'ai dit, 14 jours, c'est mentionné dessus et tout. Et on a un contrat signé avec tous ces trucs-là. Et ça permet qu'on n'est pas tout le temps en train de tirer. Parce qu'il se sent lié vis-à-vis du contrat. Et nous aussi, on est lié vis-à-vis du contrat. Et ça nous permet d'avoir moins de problèmes. On lit seulement qu'est-ce qui a été dit et tout. Et ça s'applique, quoi. 100%, ouais. Et ça, en général, beaucoup de gens ne le font pas. Et ça, en général, quand tu fais du volume, il faut penser à le faire, quoi, en gros. Ouais. Oui. Sinon, après... Et justement, et puis aussi, on a un contrat, c'est que dans les clauses du contrat, ça aussi, c'est une pépite. Et notre agent l'a signé. Si on a un blocage, il est obligé d'attendre pendant le nombre de temps que le blocage dure avant qu'on continue à le payer, quoi. Donc, ça veut dire que si je me fais bloquer, je ne sais pas trop, un Walex ou bien quoi que ce soit, sur 120 jours, pendant 120 jours, il n'a pas le droit de me réclamer un paiement. Je dois juste lui fournir les preuves que j'ai été bloqué et il attend, quoi. C'est très intéressant, ça, parce que tu lui fais comprendre d'entrée qu'il sera lié par rapport à ça. Si ça t'arrive, c'est un peu sa faute, donc il va faire en sorte de pas que ça arrive, et que si ça arrive, au pire des cas, ben... Voilà. Et puis, comme tu fais du volume, des fois, il est obligé d'accepter. Et là, tu peux négocier ça, quoi. Tu peux négocier beaucoup de choses avec le fournisseur. Et donc, souvent, les gens oublient, et puis voilà, quoi. On va juste se focaliser sur le prix, mais les choses comme ça, on ne pense pas, quoi. Ouais. Et ce serait quoi tes conseils pour optimiser Ouais, enfin non, non, t'as tout donné. Par rapport à ça. Quand tu gères une boutique de fashion avec un SKU de 300 produits, enfin avec 300 SKU, comment tu gères... Enfin, tu fais du stock sur juste les best-sellers, tu gères comment en termes de... Honnêtement, je ne fais pas de stock. Ouais. Honnêtement, c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut avoir un agent qui a un certain volume. Parce que lui, il fait du stock. Ouais. Lui, il fait du stock pour vous et tout. Il vous dit, ah tiens, par exemple, s'il voit et c'est aussi un agent qui est smart, quand il voit qu'un produit se scale déjà bien, lui, il te gère toute la logistique. Il va te dire, j'ai commandé 300 pièces ou 500 pièces de tel produit. Je vais le mettre là, tu n'as rien à payer. Et voilà, et on va essayer de vendre. Et souvent aussi, ça c'est bien, et ça nous a permis de gérer le nouvel an chinois. Ton fournisseur, il va déjà vous dire, déjà en janvier, c'est quoi vos produits que vous souhaitez vendre. Et dès que vous lui dites, il commande du stock à ses frais. Je ne sais pas comment il fait, après c'est pas souvent à ses frais, mais il fait du stock et vous vendez pendant toute la période du nouvel an chinois. Et quand le nouvel an chinois finit et qu'on a une transition, donc quand le nouvel an chinois finit et que les produits ne se vendent plus, il renvoie le stock à l'usine. Et là, tu payes rien. Ouais. Ça aussi, les gens peuvent faire ça, quoi. Ouais. Donc, c'est des choses sur lesquelles tu peux négocier, mais souvent, on ne prête pas attention, quoi, parce que voilà, on est plus focalisé. Ah non, il faut moins 1 euro ici, il faut moins ceci ici, mais après, au final, on ne négocie pas beaucoup de choses. Ouais, 100%. Et tu peux même négocier, ça aussi, j'avais oublié. Ça, on l'a pas mis en place, mais c'est possible. Dès qu'un produit fait 50 pièces, il a le droit de t'envoyer ce produit chez toi et gratuitement pour que tu checkes la qualité, quoi. Donc, tu peux choisir un endroit, il envoie et puis tu vérifies si la qualité et tout, et c'est gratuit. Ouais. Ça, tu peux négocier aussi. Ça, c'est bien ça. Et en termes de... Juste pour boucler le podcast, en termes de canaux d'acquisition pour du fashion, moi, j'ai beaucoup tourné et je tourne en méta. TikTok, j'ai bien chiffré aussi parce qu'en fait, beaucoup de personnes chiffrent en méta ads juste avec des images. Et en fait, ils oublient que TikTok, TikTok, c'est aussi beaucoup de fashion, etc. C'est beaucoup de visuels.
Et quand tu reprends des visuels images et que tu les transformes un peu en vidéo, que tu arrives à faire des vidéos, des collages, etc., ben, ça performe bien sur TikTok. On a j'ai des amis qui chiffrent très fort sur Pinterest aussi. Je vois aussi beaucoup de personnes parler de Google. Toi, c'est quoi un peu les canaux d'acquisition pour le futur aussi et que tu peux recommander overall? Honnêtement, on a fait beaucoup d'argent sur Facebook. La plupart de nos revenus viennent de Facebook et tout. Même les séjours à 100KD, ça vient de Facebook. Facebook, pour moi, reste la meilleure plateforme. Ouais. Normal, honnêtement, Facebook reste la meilleure plateforme. Après, derrière, tu as TikTok aussi. On a fait aussi de très bonnes journées sur TikTok et tout. Comme tu as dit, avec les créatives et tout ça. Pinterest, on a testé. Ça marchait bien pour nous, mais la stabilité, on n'avait pas. Bon, je pense qu'on n'a pas la bonne connaissance dessus. Mais je pense que c'est une niche sous-exploitée. J'ai des amis qui chiffrent en fashion sur Pinterest et aussi en home décor. Tout ce qui est home décor, ça marche bien aussi sur Pinterest et tout. Donc moi, s'il fallait classer, je dirais Facebook. Si tu veux balancer du volume du jour au lendemain, je dirais TikTok aussi pareil, parce que c'est presque dans les mêmes niches. Pinterest et je dirais en troisième Google, si tu veux être plus stable. Ça veut dire que Google, tu peux avoir un shop qui va jusqu'à l'année. Aujourd'hui, on teste Google et tout. Et on est en train de réfléchir si on bascule tout sur Google, déjà. Et Pinterest viendra en quatrième. Donc Facebook, TikTok pour du volume. Google pour la stabilité. Aussi du volume, mais ça va prendre un peu plus de temps avant de décoller. Et Pinterest aussi, je suppose, parce que c'est dans le même thème dans tout ce qui est canaux en search. Il faut taper pour pouvoir trouver, quoi. Et native, est-ce que tu as déjà fait du native sur du fashion? Parce que j'ai récemment pris un abonnement à la Adplexity pour voir un peu tout ce qui se fait en native. Je suis curieux, j'aime bien voir où est l'argent. Et j'ai vu qu'il y avait quand même beaucoup de joueurs sur le fashion en native. Je sais pas si tu as déjà testé, ce que tu en penses ou tu n'as jamais vraiment... Non, j'ai vraiment pas testé et tout. Je suis curieux. Peut-être ça reste à tester et tout. Ouais. Mais en général, comme je t'ai dit, je reste focalisé. Ouais, tu restes focalisé, oui, bien sûr. Sur 2-3 trucs et tout. Là, maintenant, vu que mes équipes sont assez autonomes, je peux décider de tester 1 ou 2 trucs pour voir si ça marche bien. Mais après, honnêtement, c'est pas trop mon département. Comme je t'ai dit, mon associé Anderson qui gère tout ça. Je peux juste avoir une idée, je lui dis, testons ça, et puis il va mettre en place, puis on essaiera de voir, quoi, en gros. Mais c'est pas vraiment mon département. Et moi, si je fais un truc, je ferai un truc vraiment à fond. Ouais. Et les autres vont venir accompagner. Ça peut permettre de remonter la rentabilité et tout. Mais honnêtement, pour des débutants, Facebook. Ouais, Meta, c'est... Meta, pour des débutants, Meta et tout. Et après TikTok aussi, parce que ça va dans le même créneau, business manager, compte publicité et tout. Et après, pour des experts qui veulent un peu plus de calme, Google. Ouais. Google et puis Pinterest, quoi. Et merci pour avoir partagé toute cette value. Si t'as un réseau, c'est ton Twitter, ton Insta, c'est où qu'on pourrait rediriger du trafic? Je sais pas si vous allez trouver. Mon Twitter, c'est comme Dick. On mettra le lien du coup. Oui, vous pouvez mettre le lien en bas du podcast et tout. Et en dehors de ça, vraiment, je suis pas trop. Ah oui, j'ai aussi un Facebook. Instagram. J'ai aussi Instagram. Mais je suis pas très actif sur Instagram. Je peux vous partager aussi. On mettra les liens dans la description du coup. Mais sur Twitter, par exemple, vous pouvez voir déjà la valeur qu'on partage et tout. Mais sinon, je suis pas trop réseaux sociaux. C'est ça qu'on aime. Les podcasts aussi, tout ça. Ça, c'est mon tout premier podcast. Peut-être on en fera d'autres quand je serai sur Dubaï, mais honnêtement... Au Cameroun, quand tu visites. Ouais, pourquoi pas, il faut venir. Ouais, bon. Il faut venir, on fera un podcast au Cameroun. Il faut